Salut l'équipe. Si sur une voie ferrée, un train peut en cacher un autre, en NBA, ça serait plutôt un frère qui peut en cacher un autre. Chez les Bulls, contrairement au Antetokounmpo, les deux frères sont sur le parquet et sont des artisans majeurs du très bon début de saison de leur équipe respective. Car oui, les Bulls ne jouent pas dans la même équipe et n'ont pas besoin de leur grand frère pour trouver une place dans un roster NBA. Si le duo des frérots apparaît aujourd'hui comme une belle réussite familiale, les débuts furent complexes, avec un papa clown omniprésent et au punchline parfois très putaclic. À se demander si à l'époque c'était pas Jean-Marc Morandini qui gérait leur com. Mais tout ça, c'est du passé, et heureusement pour nous, et surtout pour les fistons, le basket a repris ses droits et le papa a regagné son jardin. Lonzo Lamelo, si le plus jeune paraît plus talentueux et désormais plus starifié que son aîné, celui-ci s'installe quand même parmi les très bons meneurs de la Ligue. Lonzo Lamelo, j'ai l'impression quand même qu'on est parti pour en manger pendant 10 ans. Et si vous avez des doutes, vous verrez que j'ai bien raison, car comme on aime à dire, ball don't lie. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Gros programme cette semaine. Et pour m'épauler dans cette mission, toujours l'inamovible Thomas Dufang qui va aussi bien que son équipe des Lakers. En tout cas ton ventre va aussi bien que l'équipe des Lakers. Ouais, Comment ça va Toto? Ça va mieux que ta voix. Donc ça fait deux bonnes raisons pour lesquelles... Écoute, attends, tu vas bien. Lundi, il y a 2 jours tu pouvais pas parler. Lundi quand j'ai fait la radio libre c'était très compliqué. T'es au courant de ça? T'as vu Kevin ce qui s'est passé un peu pour... Non j'ai pas vu mais... je te montrerai quelques extraits, t'inquiète pas. J'ai pas Team Smecta ou pas quand même? Au Smecta à fond d'ailleurs, ils ont fait un nouveau goût. Ils ont fait un goût caramel cacao de grande qualité. Extraordinaire. À Smecta ils font des goûts maintenant? Ah, il faut des goûts. Le plâtre là, moi j'ai vraiment pas de team. Je vais dire à Tom qu'il la rajoute dans les news parce que ça c'est une énorme news. Que Smecta ne soit plus dégueulasse, c'est un petit truc comme ça, c'est plus en vert. Bravo à l'équipe de Smecta, vous faites du très bon taf. On les embrasse et s'ils veulent sponsoriser l'émission, ça serait le First Day Show by Smecta, ça serait lourd. Est-ce qu'on prend tous les sponsors? On prend tous les sponsors. Presque tous. N'hésitez pas. Et puis vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il fait sa entrée lui en novembre, il est tranquille, il nous a régalé l'année dernière, mais il nous a confié qu'il avait encore plus de choses à dire cette saison. Ça promis sera avec nous dans le First Day Show, mais aussi dans la libre antenne, vous inquiétez pas. L'info du jour, c'est que Kevin Séraphin est de retour avec la First Team. Comment ça va Kevin? Ça va. Il est bien dans ce cas-là en tout cas. Voilà, t'étais content? Honnêtement, vous m'avez mis bien. Honnêtement, vous m'avez mis grave bien. Alors tu nous as demandé du NSI, on a dit qu'on pouvait pas à l'antenne, mais tu te sens bien ici? Oui, je me sens bien, honnêtement c'est bien. Et en plus, comme je t'ai dit, mon t-shirt il match avec le décor et tout. T-shirt de top. T'étais à Lasvel hier, t'as vu Villeurbanne battre le CSKA Moscou, c'était un super match. C'est un super match. Eli Okubo qui est très fort. De toute façon, l'équipe, je pense que Lasvel, ils ont tout en fait. Ils ont vraiment tout. Et quand tu regardes la structure de l'équipe, il y a tout pour te faire rêver en fait. Même ils ont le meilleur prospect au monde à l'heure actuelle. Ils ont des gars qui sont capables de défendre. Ils ont des anciens joueurs NBA. Ils ont de tout. Ils ont des mecs qui connaissent le championnat pro. T'as comme Charles Kalidi qui a joué. Tu vois, t'as beaucoup de mecs en fait. Et c'est lourd. Moi, je trouve que l'équipe, elle est vachement équilibrée et ils jouent bien. Donc le bon bilan de Lasvel en Euroleague, le bon bilan de Monaco aussi en Euroleague a battu, je crois que c'était, j'ai un doute, je crois que c'est l'Étoile Rouge. Ils ont gagné en tout cas cette semaine, les Français sont à 2-2 en Euroleague, j'ai un trou, je suis désolé, Steph Brun va gueuler devant sa télé, on t'embrasse mon Steph. Kevin, je voulais revenir avec toi sur le fait que tu sais que sans le vouloir, tu as ouvert un petit peu une voie thérapeutique. Une voie thérapeutique chez First Team. Oui, c'est-à-dire que maintenant, on l'avait fait avec toi, tu as été le premier, on l'a fait aussi avec Yann. On parle de la fin de carrière avec des joueurs NBA. J'ai vu ça de Yann. Et il a dit des choses très intéressantes. Exactement. Et voilà, donc je tenais à dire que ça a été avec toi le premier. Les gens avaient beaucoup adoré. Les gens ont adoré aussi la vidéo avec Yann. Donc voilà, tu nous as quelque part ouvert une parenthèse psychologique. Non mais c'est bien de le dire. Allez, on va parler du programme pendant que Kevin sèche les larmes. Et oui, les grands bébés comme ça pleurent aussi. Ça fait quoi de voir ton papa pleurer? Ça va, même les papas ont le droit d'avoir un peu d'émotion. Exactement. C'est pas interdit de pleurer. Au programme, les news, on va parler de Rudy Gobert qui fait un début de saison que Tony Truant. Un débat autour du phénomène Ja Morant, vraiment le incroyable début de saison du meneur des Grizzlies. Un focus sur les Bulls qui cartonnent, et ça c'est assez rare pour être souligné. Et puis on finira désormais avec le quiz. Avant qu'on se lance dans les news, les gars, j'avais une question pour vous. T'as joué aux Knicks? Oui. Vous avez vu ce dessin qui est sorti hier sur les réseaux sociaux sur les fans des Knicks. Et j'ai envie de vous demander quel genre de fan des Knicks êtes-vous? Tu vois cette vidéo des mecs qui hurlaient au sortir du match. La vidéo après Atlanta. Et là c'est ça c'est la vidéo après Boston. Moi j'ai envie de dire que je suis le E. Et pas que parce qu'il a du Hennessy dans la main, mais j'aime bien, je suis un mix entre le E et le C. Le C a fait une apparition fantastique dans la nouvelle vidéo avec les...
d'être bruit improbable. Pour moi, le meilleur, c'est le A. Il est extraordinaire. Le A est très parce que bon. lui, pour le coup, il a des vraies analyses. Mais c'est ça que je regardais en plus. Je me disais, c'est exactement ce que je regardais. Le A, c'est celui qui termine. Belle ambiance autour du MSG. Hein. J'aime bien celui qui démonte Tom Brady. Là. Ah ouais, alors là, incroyable, incroyable. C'est ça qui est bien avec New York, c'est que tout le monde prend des balles perdues alors que Tom Brady n'a rien à faire dans l'histoire. Mais c'est ça qu'on a. Enfin, il vient de New England, c'était contre Boston, mais bon, Écoutez, bien. et si vous êtes fan de New York ou fan de NBA, la transition elle est toute faite puisque en février, la 3e semaine de février du 12 au 17, si vous voulez aller avec ces mecs-là, tout arraché au Madison et en dehors du Madison, venez avec First Team et Spurious Travel puisqu'on sera donc à New York du 12 au 17 février et on va faire un premium trip de très haut niveau, 2 matchs dans la semaine. Les Knicks face aux Kings, mais surtout le derby face aux Nets. Le derby face aux Nets au Garden. C'est au Garden celui-là? C'est pas C'est au Barclays? Garden. Ok, C'est au très Garden. bien. Bon, dans tous les cas, ce serait super. Donc on va voir Kevin Durant. On va voir James Harden. On va voir Evan James Fournier. Harden. Exactement. Non, si tu vas au bon Garden, oui. Bah ouais, au bon Garden. On va au bon Garden. On va au Ça bon m'excite Garden, énormément. évidemment. Ça m'excite énormément. J'imagine que c'est à retrouver sur Spurious Travel. Sur Spurious Travel, sur nos réseaux sociaux, vous voyez du 12 donc au 17 février, 6 jours, 5 nuits, vol Air France depuis Paris, hôtel 3 étoiles. Vous serez, on est quoi? À pied en général, on l'a fait. Je pense qu'on est à 150 mètres du truc. Ouais, à peine, on est à 150 mètres du Madison Square Garden, donc à partir de 1490 par personne. Les gars, c'est bientôt Noël, c'est un super cadeau à se faire. Venez avec nous, triper à New York, on va se faire un vrai kiff, découvrir le Garden, découvrir la ville pour ceux qui l'ont pas fait, ou redécouvrir. Tu confirmes qu'il y a beaucoup de choses à faire à New York. Il y a beaucoup de choses à faire à New York. C'est une ville très intéressante. Est-ce que c'est la meilleure ville dans laquelle tu as été? Honnêtement, c'est la meilleure ville, oui. New York, pour moi, c'est incroyable. D'ailleurs, quand je suis parti de New York, jusqu'à 2018, j'avais un appartement à New York. Donc j'ai dû arrêter après plusieurs embrouilles avec ma mère. Faut dire que t'avais un triplex à Manhattan. Donc j'avais envie, j'étais pas loin de Times Square, tu vois. Donc du coup, j'avais un super appart. Donc je rentrais chaque été, j'étais à New York posé. C'est une magnifique ville. On l'a fait, on a eu la chance d'aller dans cette ville en plein hiver avec la neige et tout. C'est vrai que c'est des grands souvenirs. Ouais. J'imagine qu'en février il fera pas 35. Ah non, il fera pas En 35. général, il y a un petit blizzard. S'il fait 5, c'est un miracle. Hein. C'est clair. Mais bon, Purée, on ira avec plaisir, on va se couvrir. faire froid. Comme toujours. On va se couvrir. Et puis pour finir les annonces, samedi, vous le savez, on sera à Strasbourg pour commenter le match de LNB entre Strasbourg et Pau La Cortèze. Donc si vous êtes sur place à la salle, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Sinon, les gars, rendez-vous sur le site de la Ligue. On va se régaler avec Tom. Un match plutôt de bon niveau avec Pau et Strasbourg Strasbourg qui a battu l'Asvel il n'y a pas si longtemps que ça. Absolument. On va se régaler entre ces deux équipes. Un vrai croisement, une vraie diagonale. Pau-Strasbourg. Bon voyage aux Palois. On a fait le tour des petites annonces. Il reste deux avec petites quelque chose choses à dire. La première chose, c'est qu'on a le nom du vainqueur de la paire, d'ailleurs qu'on n'a pas mise là. Faudrait qu'on aille la chercher, mais c'est pas grave. La paire Excuse My Custom qu'on a eu la chance de découvrir la semaine dernière avec Stephen, les Air Force qui sont customisés magnifiques. Donc le vainqueur, c'est Axel11. On lui a envoyé un message en direct. Donc bravo à toi, Axel. Tu seras l'heureux élu. Tu es l'heureux élu pour recevoir cette belle paire. Et la dernière chose, avant de vraiment parler de basket, c'est qu'on a entendu et on a lu tous vos retours sur ce nouveau plateau que nous on trouve magnifique. Certains disaient qu'il était un peu trop sombre et donc on a bossé avec Julien, surtout Julien d'ailleurs, avec Polo pour avoir un plateau un tout petit peu plus éclairé. On espère que là comme ça va vous plaire. Voilà. Pendant qu'Erwan, merci. Donc je parlais de cette part-là tout à l'heure. Bravo à toi. Ouais, tiens, bravo à toi Axel. Et donc voilà, on a entendu, comme toujours, on lit tous vos commentaires. Vous faites pas de soucis. On prend tout ça et on essaie de revenir meilleur entre guillemets. Donc voilà, on espère que cette V2 de ce studio vous plaît. Vous ira mieux. C'est vrai que les gens. Vous avez pas un modèle en 52 52 comme ça. On peut y réfléchir. On va voir avec le gars. 52, ça court pas les rues, je te le dis tout de suite. Je la mets là, hop. Si t'as envie de jouer avec la balle pour toutes les missions. Bah oui, mais ça, tu sais que je me sens bien avec un ballon. Ça te manque de jouer au basket. Ouais, ça me manque de ouf. Donc on peut annoncer que tu vas signer? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai vu ton visage, ça m'a juste régalé, la blague est réussie. Allez, on peut enchaîner avec les news. On commence avec les premiers joueurs de la semaine, de la saison. Côté ouest, on va commencer avec Steph Curry. Pas vraiment de surprise. 4-0 pour les Warriors. Un début de saison tonitruant. Il y a un Steph Curry. J'ai pas envie de dire de plus en plus fort parce qu'on sait qu'il a déjà été très fort, mais un Steph Curry qui nous régale. Vous voyez les stats, plus de 30 points, un pourcentage à 3 points quasiment de 39%. Tout pété pour Steph, on peut dire. Mais avec un volume de tir assez impressionnant, 95% au lancer franc, il a failli rater. 9 rebonds, c'est énorme, 7 passes décisives. Tout va bien pour le double MVP. Ouais, c'est tout à fait mérité. Steph est sur un nuage
pourcentage depuis 8 ans maintenant. Moi, ce que je vais retenir surtout au-delà de ces pourcentages qui ne lui ressemblent pas, parce que lui est toujours à 40% en général, à 3 points, c'est son volume de rebond. Être à 9 rebonds pour un meneur de jeu, alors c'est énorme. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'il essaie de modifier, ou tu vois, est-ce qu'il va chercher plus de rebonds, ou est-ce que ça tombe un peu du ciel? C'est une question à laquelle on pourra répondre un peu plus tard dans la saison. Mais donc voilà, c'est des stats de très très haut niveau. Et Steph Curry de toute façon va concourir cette année pour le trophée de MVP. L'année dernière, il était 3e à la fin de l'année avec un bilan d'une équipe de play-in. Là, super. Regardez la décla, elle est là. Il faut avoir un impact sur les résultats, mener l'équipe sur et en dehors du terrain, améliorer son jeu. 3 petits points. Chaque soir, être digne d'un MVP. Oui, je vise ce titre. Tu crois? Normal, toi? Moi, j'y crois. J'étais en train de lire quelque chose qui dit que quand il s'entraîne, si c'est pas un switch, c'est quand t'es comme un loupé. Et je regarde. Et en fait, ça, je le crois. Il y a beaucoup de joueurs, je verrais, ils diraient ça, je dirais, allez, vas-y. Encore des Blair, encore des. Mais lui, ça se tient, quoi. Je le crois, en fait. Je le crois vraiment, en fait. Et tu vois, ça se voit que c'est sincère. Et Steph, personne dit ce qu'il veut, je le crois. Et là, si Steph il revient à son niveau, de toute façon, on le voit, c'est incroyable. C'est le mec qui a changé le basket. C'est la raison pourquoi le basket a une nouvelle dynamique. Il faut comprendre ça. Et que si lui revient à son niveau, on revient. J'ai une autre question pour toi qui concerne Steph Curry, mais plus globalement les Warriors, avec le retour de Klay Thompson. Imaginons que Klay Thompson revienne sur le Klay Thompson qu'on avait laissé il y a 2 ans en finale NBA face aux Raptors. Est-ce que les Warriors peuvent même être un favori au titre avec le niveau de Steph Curry? Ouais. Déjà, je suis content parce qu'ils ont annoncé. L'année dernière, ils ont dit, on revient. Et cette année, déjà, ils ont commencé, ça commence fort. Et je me dis, oui, avec Klay Thompson, pour moi, avec Klay Thompson, ils peuvent aller clairement au bout. Clairement, il n'y a pas de. C'est sûr qu'il moi, je suis pas aussi dithyrambique que vous, que les gens en général. Pour moi, c'est une équipe de saison régulière de très 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 haut niveau, mais je les imagine pas du tout faire un run en playoff. Mais pourtant, ils ont un vécu, ils ont un énorme vécu. Rien que si Klay Thompson revient comme on l'a laissé, alors qu'il n'a pas joué pendant 2 ans, pour moi déjà ça c'est un facteur qui est impossible. Pourtant il y a plein de gens autour, on voit Damian Lee qui est très bon en sortie de banc, on voit Jordan Poole qui est fantastique, qui devrait retourner sur le banc au retour de Klay Thompson. Il y a plein de certitudes, il n'y a pas de souci. Il y a Wiseman qui va revenir aussi. Il y a Wiseman qui devrait revenir, mais tu vois ça fait plein de si toutes les planètes sont alignées, on aime bien dire ça, pour être champion il faut que ce soit. C'est une équipe qui peut finir top 4 de la saison régulière. Maintenant de faire un run en playoff, donc faire finale de conf ou finale NBA, je les imagine pas. Mais t'as quand même les 3 leaders que sont donc Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green qui ont fait 5 finales NBA, qui sont 3 fois champions. Il y a une. Il joue pas trop le basket. Il y a une expérience. Non mais certes, je te parle de l'expérience du. Il y a une expérience et il y a aussi. C'est pas rien ça. Il y a une culture de la gang qui a été développée. Il y a une culture. Alors que tu vois Chicago qui a 4-0, j'ai des doutes. Ah, tu nous flammes de l'émission ou quoi? On parle pas de Chicago. Non, mais je dis, j'ai des doutes. Mais moi aussi j'ai des doutes sur Chicago. Mais ils ont déjà une culture de la gang. Ouais, mais là vous parlez de titres. Moi j'entends vous parlez de titres. Moi je demande. Il y a aucune raison d'être dithyrambique pour l'instant et que le basket ça se gagne pas à 3, surtout quand il y a un mec qui a pas joué depuis 2 ans. Non mais attends, à 3, je te parle de leaders, parce que les 3 leaders ont l'expérience. Moi quand je vois la grève de Bjelica, quand je vois tu l'as dit Jordan Poole, il se passe des choses intéressantes. Super équipe de saison régulière. Ils vont nous régaler toute la saison. J'ai du mal à les voir faire un run. Ouais, écoute, j'entends ton avis, je te trouve un peu sévère, mais c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Qu'est-ce qui est le facteur? Pourquoi ça change? Pourquoi les playoffs ça change pour toi? Pourquoi ils peuvent être bons? Surtout avec 5 jours plus tard, ils sont nuls maintenant. Il y a des équipes comme ça, mais pas eux. Oui, pas eux. Parce que les playoffs te demandent autre chose pour tous les autres tours. J'ai aucun doute sur les restats. J'ai pas de doute. Enfin, à part Klay Thompson encore une fois, parce que apparemment pour tout le monde c'est acté qu'il va redevenir un mec incroyable. J'attends de voir. On a mis du conditionnel. Tous les mecs autour, oui, admettons. On a envie d'y croire. Laisse-nous un peu rêver. Moi aussi j'ai envie d'y croire. J'aime bien les Warriors, c'est pas la problème. Mais moi tous les autres tours là. 77e meilleur joueur de l'histoire. Dont les Wiseman, les Poules et les Lee, là. On le sait, ils ont peut-être une culture de la gagne dans la franchise, mais on ne sait pas du tout si ces mecs-là vont pouvoir assumer dans ces grands moments-là. Kev, j'ai l'impression, on va rester là-dessus, c'était pas prévu de savoir ce débat, mais il est intéressant, j'ai quand même l'impression que, même si tu n'as pas l'expérience des playoffs ou de savoir comment gagner un titre, j'ai l'impression que quand il y a 3 leaders comme ça, qu'on se vécu là, c'est du temps gagné en vécu. Pour moi, oui. Pour moi, c'est pour ça que tu ramènes un mec. Comme tu le vois, même si Chris Paul n'est pas allé loin, mais le fait de le ramener aux Suns, ça a changé la donne en fait. Donc je me dis que c'est la même chose. Eux, ils ont déjà la culture de la gang. La franchise a la culture de la gang. Ça veut dire que même s'ils vont se retrouver... Tu sais qu'ils disent, en NBA, ils disent il y a des mauvaises équipes. C'est un truc, quand ils aimaient... Flip Sanders aimait nous dire, mais les losers vont toujours trouver une façon de perdre. C'est-à-dire ils peuvent être... Parfois, les mecs et c'est de quoi ils parlent. Voilà, tu vois.
Mais bon, son âme. Ouais, paix à son âme quand même. Ah merde, c'est vrai. Ah oui, Saunders, bah oui, pas le fils, hein. Ah oui, oui. Oh, Qatar. Donc tu vois, et du coup... Ah, j'ai confondu avec Randy Non, Whiteman. non, Je confondis avec Randy Whiteman. Ah, non. Autant pour moi. Non, et du coup... Ça sera coupé au montage. Et du coup... Non, mais bon, on assume. Mais bon, j'ai confondu avec Randy Whiteman. De toute façon. Bah, il disait ça tout le temps en fait, les perdants, c'est vrai, et quand je le vois, il y a des fois, quand je joue au Knicks, on menait de 20. Et puis tu te fais Et rattraper. par un Et tu tour sais de que tu vas magie, perdre. abracadabra, bam, on perd de 10. Je dis, mais comment, tu vois, enfin, donc je me dis, quand t'as la culture de la lose et la culture de la gagne, mais en fait, c'est dans les deux sens. Et alors, je me dis qu'une équipe comme ça, ils vont pouvoir se rattraper. À la fin du match, ils vont pouvoir se reposer sur Steph, sur Clay, sur les mecs qui savent déjà André gagner. Iguodala qui est là aussi, qui a un rôle, qui est plus le même joueur. Mais moi, je te dis, l'expérience le dit. C'est rassurant. Et moi, je crois beaucoup à cette culture-là. Parce que Ouais, s'ils ont... j'ai hâte de voir Wiggins en playoff. Moi, Le- non, mais je- C'est le facteur, ils ont un Steph. Moi, c'est surtout ce que je me dis. Ils ont Ça, un bien Steph sûr. dans leur équipe. Et c'est comme moi, tu sais, quand je regarde. J'ai des potes qui font des paris ou des trucs et ils me demandent des trucs sur des matchs de foot. Dès que je vois qu'il y a une superstar il y a un Ronaldo, je parie pas contre. Parce que tu sais que jamais en fait. Il peut te mettre un but dans tout. Donc, je me dis, c'est la même chose. Ils ont un Steph. Et Steph peut changer la donne. Steph n'est pas un joueur ordinaire. Il faut comprendre ça. Écoute, on suivra ça les semaines qui arrivent et on attend tous avec impatience le retour de Klay Thompson. Ça, on annonce courant décembre, à peu près. On en parlera. On aura le temps d'en parler. On passe dans la conférence Est où le joueur de la semaine a été là pour le coup, c'est une surprise. Miles Bridges avec les Hornets. Un super début de saison de la part des Frelons qui, eux, on va pas faire un débat pour savoir s'ils peuvent être champions NBA. Mais en tout cas, très bon début de saison des Hornets, pardon. Et puis un super début de saison de Miles Bridges. 25 points, 44% à 3 points, 8 rebonds. Pourcentage au lancer aussi très cool. C'est un mec qui a énormément progressé. Ouais. Tu l'attendais à ce niveau-là ? C'est un peu la surprise de ce début de saison. C'est un peu la surprise. Tu vois, c'est un peu la surprise. C'est quelqu'un qui a su passer d'un mec qui fait des highlights à maintenant quelque chose de très sérieux et de très régulier. Tu vois, et c'est très efficace. Et la Melo Ball n'y est pas pour rien dans tout ça. Donc, je le voyais pas à ce niveau, mais je suis content qu'il soit à ce niveau. Parce que j'aime bien l'équipe de Charlotte, tu vois, et j'aime bien la Melo Ball surtout. Et... On voit son début de saison sur les 4 derniers matchs. Thomas, c'est quand même, c'est des chantiers, c'est des gros travaux, quoi. Il est fantastique, hein. Il est fantastique, ouais, absolument. Ouais, Miles Bridges a bien bossé cet été. Voilà comment on pourrait résumer son début de saison. C'est un athlète hors norme, ça, on le savait. Il a ajouté là une confiance dans son tir, parce qu'au-delà de mettre dedans, il y a la confiance des tirs pris, la sélection des tirs. Il n'hésite plus du tout. Une espèce de gaucher comme ça, d'ailleurs qu'on a vu depuis le début progresser sur cet aspect-là. Donc voilà. Là, il est clairement en sur-régime, j'aime pas dire ça, mais j'ai du mal à croire qu'il tienne ses stats pour toute la saison. En attendant, voilà, c'est un mec qui a bien bossé, qui arrive prêt en début de saison, dans une équipe qui tourne bien, qui gagne des matchs. Bravo à Miles Bridges et bravo à Hornets. Et son coach est très fier, on va voir la déclat, parce que tu parlais d'avoir bossé son tir, et son coach l'a relevé en conférence de presse, il a fait cette déclat, il a travaillé sur son shoot, sur la création, on commence à le voir sur la fin de la saison dernière. Là, on le voit à ce niveau de façon plus régulière. Je suis fier de lui. Il peut, hein. Ouais, bravo Miles. Il y a de quoi. Ouais, une belle récompense en tout cas. Et assure en tout cas cette équipe-là. Ouais. Il a fait, c'est pour ça que en NBA, tu as 6 mois de saison, 6 mois de taf. De off-season en fait. Et en 6 mois, tu peux te changer. Tu peux changer ton profil de joueur. Ouais. T'as vu, regarde, on voit bien les gars, Lonzo, il a changé son shoot. Même un gars comme Mike Gilchrist, il pourrait. Non, il aurait peut-être pu à l'époque. Il aurait pu, ouais. Mais tu vois, c'est pour dire, en 6 mois, tu peux faire beaucoup de choses si tu travailles. Et ça, c'est l'exemple. Vous avez vu que ce qu'il fait maintenant, Michael Kidd-Gilchrist, il fait du tir à l'arc, mais sans tir à l'arc. Il est comme ça. Bientôt le JO 2024. Hein. Ouais, pour les JO 2024. Il s'entraîne avec Sébastien Fluit. Il s'entraîne avec Sébastien Fluit et on lui souhaite le meilleur, en tout cas, à Michael Kidd-Gilchrist. On enchaîne avec un Français qui aurait pourquoi pas pu être aussi, lui, élu joueur de la semaine à l'Ouest, même si la concurrence est assez démoniaque dans cette conférence. C'est Rudy Gobert. Rudy Gobert qui fait un début de saison monstrueux. On va voir ses stats. Et 18,7 points, un pourcentage à plus de 70%, 19 rebonds, meilleur rebondeur de la NBA. Et on voit tout ce qu'il y a en vert, c'est ses meilleures stats en carrière. Alors oui, il y a que 3 matchs. Ouais, c'est bien de le préciser. Mais le début de saison de Rudy, il est quand même... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi d'average. 18-7 et d'être à 19 rebonds. Plus de rebonds que de points en général. Voilà, c'est bon signe. T'average 9 points et t'as 10 rebonds. Voilà. C'est incroyable en fait. Mais c'est incroyable, et tu vas le voir, il y a un autre tableau qui montre qu'il n'y a pas beaucoup de
depuis les années 2000 qui ont commencé avec 15 et 15, avec plus de 15 et 15. Vous allez voir, il y a Garnett en 2003, il y a Antetokounmpo en 2008. Et donc puis des MVP. Hein. Et puis tu as Rudy Gobert. Et puis tu as Rudy Gobert cette saison. Donc, ouais, le troisième joueur. Des gens qui ont du fini la 21e saison siècle. MVP même. Ouais, c'est ça. Donc, quand même, il se place avec pas mal de monde, notre ami Rudy. J'aimerais qu'on revienne aussi sur ce début de saison du Jazz et cette fameuse alternance dans le jeu qu'on voulait voir chez le Jazz. Est-ce que Thomas, tu as senti une volonté d'être un peu moins dans le tir extérieur? Oui, honnêtement, oui. On est resté sur un souvenir en play-off où donner la balle au grand, c'était la 9e option, sachant qu'ils n'avaient que 8 options hein, dans leur playing game, donc dans leur game plan plutôt. Donc ouais, il y a j'ai l'impression qu'ils ont été sensibilisés sur le fait que Rudy, quand un grand comme ça, qui est plutôt dominant, doit recevoir la balle. Il reçoit la balle. On ne demande pas évidemment que Rudy ait des balles poste bas et joue du post-up. C'est pas ça. Faut le trouver sur du pick and roll. Faut le trouver sur des passes, enfin un espèce de jeu en triangle où lui est grand et arrive toujours à trouver des bonnes positions. Il va peut-être parfois rater. Il y aura souvent des fautes aussi. C'est important. On voit dans les stats qu'il va beaucoup sur la ligne de lancer franc. Justement. Alors je te coupe parce que l'année dernière, il allait 5 fois au lancer sur les 4 premiers matchs de la saison régulière, 10 fois au lancer. Ça, et quand on parle d'alternance, c'est aussi ça. Bien et sûr. c'est très important, tu le dis très bien. Kev, tu sais très bien ce que c'est quand on est un pivot. Donner la balle au grand en bas, c'est pas que va marquer des points. C'est aussi ancrage bas, fixer les défenses, les aides à l'opposé, pour aussi faire des skip passes, pour les provoquer des fautes. Et tout ça dans l'alternance du jeu du Jazz, c'est très important. Oui, c'est surtout ça. On n'attend pas à ce qu'il devienne un playmaker, mais en tout cas qu'il fasse les bons plays et que... Qui joue de la bonne façon en fait, qu'il aide l'équipe à avancer. Et c'est vrai que pour moi c'est important. Tu peux pas jouer au basket. Les 2 postes les plus importants sont le poste 1 et le poste 5. Bravo monsieur. Tu ne peux pas jouer au basket. On a un bel axe 1-5 là. Oui, mais tu ne peux pas jouer au basket sans ces 2 postes en fait. Et pour moi, tu sais, même quand la NBA avait retiré le poste de pivot, j'étais frustré de voir ça parce que je me dis, mais au fur et à mesure. Pour le Star Game, ouais. Tu peux pas jouer autour de la ligne à 3 points. Il faut avoir un point de fixation. Il faut avoir, même les Warriors quand ils gagnent, tu vois, ils ont un point de fixation. Ils ont un point de fixation. Ils ont toujours un point de fixation. C'est pas le meilleur inter. Bon, au début, ils avaient Bogut et après ils ont pris Javad, mais t'as toujours un point de fixation. Il faut Draymond Green, hein, même. Voilà. Parce que tu vois, au bout d'un moment, quand tu joues qu'avec des 3 points, ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a pas de décalage, il n'y a rien. Puis l'adresse, ça va, ça vient. Voilà. C'est ça en fait, tu vois. Alors que quand tu te bats, c'est ça qu'on parlait l'année dernière quand on parlait de Utah. Qui c'était une adresse incroyable au début, mais il fallait que ça tienne en fait, et que quand tu te bases que sur ça, t'as tendance à être... Et puis donner la balle au grand, c'est une valeur sûre. L'adresse à 3 points, même au plus haut niveau, on sait que ça reste des fois des pièces en l'air. Il y a des mauvais soirs. Donner la balle à son grand, provoquer des fautes, tous les soirs, ça paye. Et c'est tous les soirs, ça paye. Tu donnes parce qu'il faut aussi récompenser. T'as un mec comme Rudy dans ton équipe qui te pose des écrans. Qui défend. Qui défend. Le nombre d'erreurs défensives qu'il rattrape des autres, il compte. Au bout d'un moment, il faut le récompenser, les gars. Le mec, ok, il a 18, c'est 7, c'est pas non plus... Et c'est pas nul. Mais il pourrait être encore à plus. Donnez-lui encore... Vas-y, donnez-lui. Feed your big guy. Et on n'oublie pas que l'année dernière, en play-off, il n'y avait pas Michael Conley. C'est important aussi de le souligner, et que dans ces moments où tout part à volo et que tu as 2-0, que tu perds 4-2, un bon meneur de jeu, ça peut servir. Et Mike Conley, on sait que l'année dernière avait été très bon et que là, il est revenu. Donc c'est important aussi dans l'historique de j'ai du mal à le voir. J'ai du mal avec ce joueur. Avec Mike Conley ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as contre Michael ? J'ai rien contre lui. Mais je suis pas persuadé qu'il soit qu'il soit aussi fort que ça. Il est All-Star l'année dernière quand même, pour la première fois de sa vie. Oui, mais je sais pas, moi je le vois prendre autant à Memphis et des trucs. Et en fait, je suis pas... Ça avait fait un choc, ça avait fait polémique d'ailleurs. C'est quoi, les 53 millions, tu veux dire ? On se souvient que Michael avait signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, 53 millions. Pourtant, tu te souviens que... Avec Memphis, il avait été fantastique. Je me souviens d'une série de playoffs contre le Warriors où il est extraordinaire. Franchement, au niveau de Curry, quoi. Donc, on peut pas non plus enlever le problème de Mike Conley, c'est la concurrence sur le poste des dernières années. C'est juste son jeu. Moi, je sais pas, j'arrive pas. Mais j'ai rien de personnel contre lui. Si je vois seul, t'inquiète, nous aussi, on en a plein. En tout cas, le Jazz, on en parle beaucoup en ce début de saison. Et hier soir, on était dans Clutch sur Winamax et on a parlé évidemment de Rudy Gobert. Et qui en a parlé, et du Jazz. Et c'est qui en a parlé ? C'est un mec plutôt qui connaît son sujet, vous allez voir. Beau gosse en plus. Rudy, on sait que c'est un bosseur. Il a fait des énormes Jeux Olympiques, mais cet été, on connaît un peu des gens en commun. On sait que cet été, Rudy, il n'est pas parti tout arraché en soirée et sabrer du champagne. Non. Il a bossé parce que j'ai eu la chance de le croiser. Moi, la défaite face aux Clippers, ils l'ont là, le Jazz, clairement. Ils l'ont là, ils menaient 2-0, ils partent 4-2. Et leur but à eux, avec le gros contrat maintenant de Donovan Mitchell, la confiance faite à Rudy, ils ont un duo, un coach pour aller un jour en finale.
Et ces mecs-là, ils ont envie d'aller en finale. Et cet été, ils ne se sont pas trompés, ils ont tous bossé, ils sont revenus très forts. Tu parlais de l'alternance, et c'est pour moi la clé la plus importante chez le Jazz, c'était de l'alternance. Et l'alternance, ça passait par donner la balle à Rudy. Et quand je vois ses stats offensives sur ce début de saison, pour moi, c'est très bon signe pour la suite. Très bon signe pour la suite, même si Thomas, encore une fois, m'a calmé en disant que c'était qu'un début de saison et que je m'enflammais. Le seul truc pour vraiment clôturer ça, bravo Rudy pour ce début de saison, 3 matchs. 3 matchs. Voilà. Donc bravo à Rudy. Ouais. Mais les stats sur 3 matchs, c'est pas que pour Rudy, c'est en général. Voilà. Mais faut tout pondérer. On ne s'enflamme pas. On va parler tout à l'heure des Bulls, je serai les premiers pour les calmer. Non, mais il faut tout pondérer, évidemment. Il n'empêche qu'aujourd'hui, faire ça, même sur 3-4 matchs, c'est pas rien. Et surtout, je pense que dans l'état d'esprit, par rapport à la défaite de l'année dernière, quand je vois la première semaine de comment joue le Jazz, je me dis, OK, ils se sont parlé, ils ont regardé les matchs. Tu as raison, voilà. Il ne faut pas que ce soit comme à la rentrée quand les gens veulent aller à la salle et que ça dure que 2 semaines. Exactement. Voilà. Que ça dure dans le temps, c'est ça la beauté de l'être humain. Exactement. On verra la suite en tout cas, mais dans cette conférence Ouest archi ouverte, plus que jamais on a l'impression, moi je te dis que cette équipe qui a fini avec le meilleur bilan la saison dernière, ils sont revenus en se disant on veut faire mieux, et mieux ça serait finale de conférence ou finale NBA. En tout cas, il était très beau le mec là, il est célibataire ou pas le gars qui parle? Il est évidemment célibataire. Et on peut le retrouver tous les mercredis à 18h Tous les mercredis à 18h sur Winamax, vous savez où il est. Voilà. Et moi je suis content aussi de voir français à ce niveau. Oui, non, t'as raison, bravo. Faut quand même comprendre que Rudy s'est mis à un niveau où on voit à côté de Kevin Garnett et Antetokounmpo. Et je me dis, en fait, c'est ouf, en fait. Moi, Rudy, je l'ai connu quand il arrive à Cholet, il faisait 1m92, avec son petit afro et ses lunettes. Et je me dis, de le voir arriver aussi loin, moi, je suis fier de lui, je suis content pour lui. Tu vois, c'est une bonne chose qui montre chaque année qu'il mérite sa place et qu'il est All-Star et qu'il est clairement une star dans cette ligue, en fait. Et tu vois, je suis content qu'il soit, même si c'est 3 matchs, il faut le faire. J'ai jamais fait ça en 3 matchs. Donc, personnellement, je le dis honnêtement, je respecte. Moi, je respecte Freddy, t'inquiète, je respecte ce qu'il fait. Je le dis honnêtement. Évidemment, et on souhaite au Jazz d'aller le plus loin. Moi, je l'ai fait par contre. Je l'ai fait 2 fois en NBA. En 19-19, hein. Moi, je l'ai fait, mais en UNSS. Ça compte aussi, non? Je sais pas si ça compte. D'ailleurs, on a les images. J'en ai une seule fois 19 rebonds dans ma vie. Et c'était la première fois, c'est Bouna, on s'était mis un challenge. Il m'a dit, Bouna, écoute, prends 19 rebonds en espoir. Je t'emmène aux États-Unis en 2008. Et vous êtes parti? Et je devais prendre 20. J'ai pris 19, je pensais que j'allais pas y aller. Il m'a dit, bon, je t'emmène. Il t'a emmené où? Il m'a emmené à Dallas. Et d'ailleurs, c'est là la première fois où je vois où on se pose, on est half-court. Il me dit, tu vois ce joueur-là, s'il joue, ben toi, tu peux y être. Et c'est la première fois que quand je rentre de ce séjour, j'ai dit à ma mère, dans 2 ans, je vais en NBA. Et il parlait de qui, quel joueur? Je me rappelle plus, c'est un. Hakim Olajuwon. Non. C'est Shaq. non. Mais, tu vois, il m'a dit, tu vois, on était courtside. Il avait bien fait les choses, tu vois, avec Edwin Jackson. Et en fait, c'était pour avant le Nakup Summit en 2009. Donc du coup, il nous a emmenés, il nous a dit, écoute, moi, il m'a dit, si tu vois, lui, il est là, tu peux être là. Et c'est la première fois que j'ai commencé à avoir la NBA en tête. Tu sais que ça me fait penser, alors c'était pas pour la NBA, à Freddy Fotoux avec Vincent Poirier. Quand il était en espoir, il le chope on m'avait raconté ça, il le chope dans la salle vidéo. Il prend des mecs de Euroleague, il fait, un mec qui faisait des pics, qui courait dans l'axe, plein d'activités. Il fait, tu vois ça là? Tu peux le faire? Il fait, bah ouais. Bah, si tu fais ça, tu joueras en Euroleague. Ouais. Il avait raison, Freddy. Il avait raison. Bien sûr. Et il a fait plus que Jean Henrique, puisqu'il était à la NBA. Malheureusement, il n'a pas eu sa chance. Mais ça me fait penser un petit peu à cette même histoire. Des fois, on se fait tout un monde et clac. C'est ça, il faut qu'aujourd'hui des gens qui croient en toi et qui trouvent le bon discours. Tu as pris ta retraite il y a quelques temps. Yann Maïmi a pris sa retraite et peut-être qu'on recevra, on l'a dit, on adore parler avec les retraités, revenir sur leur carrière, on recevra peut-être Gérald Green qui cette semaine a pris sa carrière. Gérald Green qui est complètement dans ta génération, qui t'a joué. T'as Thomas dessus ou pas, Gérald Green? Non, il m'a pas eu. Parce que je vois sur Insta, tu mets beaucoup de photos, tu mets des contres, mais tu mets jamais les photos, tu prends des museaux. Quoi, gamin? Il me termine ça. Il t'a terminé. Non, il m'a pas eu. Mais après, tu sais, il y a des gars, quand tu les vois arriver, tu t'écartes. Hein. Bah oui. Pas faux. Et hier, je regardais un match de Cleveland, de Portland, le Portland de Memphis. Larry Nance, il a mis 2-3 dunks. Je peux dire qu'il n'y a personne qui va au contre. Les gens sont pas fous. Tu peux même en vouloir de pas sauter parce que lui. On t'en veut pas, C'est pas une compétition. Match Bidriz, il a sauté sur Jalen Brown. Je pense qu'il regrette. C'était un joueur moyen de NBA, un bon joueur, une bonne rotation, un vrai scoreur, un vrai athlète, mais c'est un mec attachant, j'ai envie de dire. Ouais, t'as raison, c'est vrai que
Il s'est éclaté dans le small ball aussi des Rockets. Tout à fait, on a tous le souvenir de Gerald Green, l'athlète. Il a fait les concours de dunk. Le dunk là, avec les Nets, c'est un des plus grands dunks qu'on ait vu. Pourtant, il y a rien, mais juste il est au niveau du cercle. Il y a beaucoup de choses. La première fois qu'on l'a vu, on a tous fait waouh, c'est un truc de ouf. Mais c'est vrai qu'on l'a entre guillemets redécouvert plus tard, surtout avec les Rockets, dans ce profil. D'ailleurs aussi avec les Suns, dans ce profil slasher. Shooter en fin de carrière où c'était vraiment un shooter fiable, j'ai envie de te dire, capable d'avoir des coups de chaud. Donc joueur average de NBA, t'as raison, mais joueur qui a un peu compté quand même. Oui, toujours. Il a marqué son passage. Non, de ouf. Il a surtout. Moi, je suis content parce que c'est vrai qu'au début, c'était un jour comme là, c'était un jour d'highlights en fait. C'est genre au début, tout le monde voulait le voir. Moi, je le vois la première fois au concours de dunk. Il joue pour Boston encore, je crois, où il souffle avec la bougie. Il souffle, la bougie, grave. La bougie, tu vois. Et c'est là que je le découvre, tu vois. Et après, je vois au fur et à mesure, il fait des actions. Mais il a réussi. C'est avec les Nets qui souffle la bougie? Oui, non, c'est Boston, il a fini Boston, je crois. J'ai un doute. Bon, c'est pas très grave. Et c'est pas grave. J'espère que j'ai raison. Non, mais je crois que c'est ta raison en plus. Mais tu vois, et il a réussi à tourner, parce qu'on n'en parle pas, mais il a réussi à devenir un vrai shooter à 3 points. Avec Houston notamment, il met dedans. Houston, qui est sa ville natale, alors vous voyez un petit peu le tableau de son passage derrière en carrière. Journeyman, je voulais voir avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de tous ces passages en carrière? Je ne peux pas tous souvenir de Parce que moi, Minnesota, je m'en souviens pas. Par exemple, Dallas, j'ai un petit souvenir. Après Phoenix, Miami, on s'en souvenait. Donc voilà, vainqueur du Slam Dunk Contest. Gerald Green prend sa retraite. Une belle carrière pour un joueur qui était passé directement du lycée à la fac. Issu de la NBA. Et un mec l'année dernière. Mais ça montre aussi que les mecs qui travaillent, que les mecs comme Vince Carter, les mecs ils se disent, ok. Je dunk un moment, mais il faut que je progresse sur autre chose en fait. Et être capable de se dire ça et de progresser, tu vois, c'est encore une autre chose. Je sens que Vince Carter était d'un autre niveau que le bon Gerald. Bien sûr. On enchaîne avec la dernière news et elle fait de nouveau grand bruit dans le championnat de France, LNB, puisque Monaco a signé Dwayne Bacon. Dwayne Bacon, Dwayne Bacon, qui jouait à Orlando la saison dernière et qui tournait à 11 points par match, déboule dans le championnat de France à Monaco, donc pour jouer l'Euroleague. Monaco qui veut clairement terminer dans le top 8 pour valider son ticket en Euroleague. Ils mettent tous les moyens. C'est un joueur que t'as peut-être pas croisé, toi, Dwayne Bacon. J'ai pas trop jeune. croisé. Trop jeune, mais c'est un mec dont Nico nous disait beaucoup de bien quand il était à Charlotte avec lui. C'est une énorme surprise. Alors très bien pour le championnat de France, ça reste une énorme surprise. Moi, je suis sur le cul de l'équipe de Monaco. Franchement, le budget est pharaonique, ok, d'accord. Mais là, il signe un mec en cours de saison qui est en NBA. Moi, je suis sur le cul, honnêtement. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a un truc qui a changé dans l'air en France. Parce que on prend Messi. En fait, tout le monde commence à venir en France. En fait, j'ai l'impression que juste tout le monde, maintenant, Mike James, qui signe à Monaco. Tu vois, j'ai l'impression que tout le monde vient en France en ce moment. Et comme on se regarde Kota Antetokounmpo ou tous les mecs, je me dis, mais. Il y a pourtant beaucoup de grandes villes, beaucoup de grosses équipes Euroleague. Mais les mecs commencent à venir en France et j'aime bien ça. Ça commence à devenir sexy et c'est une surprise. Pour Monaco, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une vraie chose. Et pour Kylo Quinn aussi au Paris Basket. C'est vrai, t'as raison. Entre le foot et le basket, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, on arrive à attirer des gens. Et c'est pas plus mal. On sait que souvent, que ce soit au foot et même et surtout au basket, on avait du mal à attirer des méga superstars. C'est bien pour le sport français de voir des gens comme ça arriver. Il faut avoir des moyens pour le faire. Voilà, exactement. J'attends quand même avec impatience le premier Monaco Asvel. C'est quand t'as pas une date, je regarde. Regarde un petit peu le temps que je lance le débat où on va parler évidemment de la nouvelle sensation, enfin nouvelle ou pas, mais l'énorme sensation de ce début de saison, c'est Dja, il y a pas moyen, Dja Morant. Thomas, avant qu'on aille sur Dja Morant et les Grizzlies, le calendrier, quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Ils vont se rencontrer, je crois, 2 fois en peu de temps. Tout à fait. Monaco Asvel, donc le 26 novembre en Euroleague à 20h, je vous donne même l'horaire. Et en LNB, le 7 décembre, encore une fois, Monaco Asvel, à 18h celui-ci. Le 7 décembre. 7 décembre, donc ça va arriver vite. On a 2 belles affiches. C'est le jour de ton anniversaire? C'est super ça. Voilà ce qu'on peut t'offrir pour ton anniversaire. Tu peux aller à Villeurbanne voir le match pour ton anniversaire. C'est à Monaco. C'est à Monaco. Si tu vas à Villeurbanne, il y a vraiment un problème. Il connaît du monde. Au pire, Villeurbanne, il sera jamais tout seul. Il sera accueilli. Tu connais du monde. T'es partout chez toi. Allez, on va maintenant dans le grand débat de l'émission. On veut évidemment parler de Dja Morant qui nous régale. On savait qu'il était fort. Les gars, est-ce qu'on imaginait déjà, c'est que sa 3e saison, qu'il pouvait être aussi fort? Vaste question, cher Abi. Est-ce que tu es surpris? Alors je vais peut-être un peu plus là. Est-ce que tu es surpris par ce début de saison monstrueux individuellement de Dja Morant? Je suis pas sûr d'être surpris. La NBA aujourd'hui, t'as la sensation que ça va tellement vite pour tant de joueurs aussi talentueux que j'ai du mal à être surpris. Je suis surpris quand je regarde les matchs par
par sa densité, par le volume d'actions spectaculaires, par son leadership, on y reviendra évidemment, et par les bons résultats et par l'équipe au global. Là, je pense que je peux être surpris par certains de ces aspects-là. Maintenant, en NBA, tu as toujours le truc qu'en début de saison, il y a des mecs qui arrivent en forme, et on en parlait pour Rudy tout à l'heure, et qui arrivent surpréparés et qui démontent tout le monde. Donc tu vois, en ce sens-là, je suis pas surpris. Moi, je suis surpris quand les mecs font des saisons complètes, 1, 2, 3, 4, 5 saisons. Là, on peut être surpris. Mais voilà, c'est un mec hyper talentueux qui nous régale. Donc j'ai envie de te dire que non, je suis pas surpris. Tu préfères quelqu'un qui monte crescendo au fur et à mesure, qui arrive en play-off au fur et à mesure, ou tu préfères un mec... C'est pas que je préfère, je pense que chacun fait son petit cheminement. Ouais. Moi, je suis là pour dire, ok, il est trop fort, ou alors il a monté. Tu vois, moi, je suis là pour parler des matchs après qu'il se soit joué. J'aime bien les gars qui arrivent prêts. Hein. Je pense que LeBron qui arrive prêt en février, il n'y a pas de souci vu que c'est LeBron. C'est pas la même gestion. Voilà. Ja Morant, ça a du sens s'il arrive surprêt aux Grizzlies aussi, puisqu'ils ont des objectifs d'aller en playoff cette année. Donc voilà. Toi, t'es surpris de ce début de saison ? Surpris. Bon, oui, parce qu'il faut quand même le faire. Ce qu'il fait, faut quand même les poser les stats. Hein. Il y a la manière aussi. Voilà, faut quand même le faire. Il est intense, il est incroyable. Tu vois, et je pense qu'il va clairement les emmener en play-off. Il y a tellement de choses. Moi, par exemple, je suivais sur les réseaux et le mec, il bosse tout le temps. En fait, c'est pour ça que j'ai du mal à être surpris avec sa mentalité. Un mec qui bosse comme ça, tu vois. Le seul, je me dis franchement, c'est même je regarde, par exemple, je suis New Orleans, j'ai un peu la rage. Par rapport à Zion ? Ouais, à ce point-là, vraiment ? Zion, il vient, il peut pas là, il est pas il est pas in shape, hein. Moi, ce que vient de dire Kevin, je l'entends. Bah oui, mais c'est un peu tôt. Moi, c'est tout, les gars. Sauf que t'as un au bout de sa troisième année. J'ai quand même l'impression T'as un au bout de sa troisième année qui sort ça et qui a certitude, qui est en forme, qui truc. T'as l'autre qui vient en surpoids. Et je connais, j'ai eu moi des problèmes de surpoids dans ma carrière. Donc je sais que c'est toute une habitude à changer. C'est beaucoup de choses à changer qui font que on parle de Zion, on parle d'un mec sur qui tu peux investir des 300, 400 millions en fait. Et je me dis qu'il faut qu'il y ait d'un certain côté une garantie et que aujourd'hui, tu vois, quand je vois la situation, par exemple, je vois leur situation, pour moi, je vois Greg Oden, KD, c'est la même chose. Tu le draftes en numéro 2, le mec, alors qu'en vérité, il y a un truc, et tu prends un big man devant lui, et au final, bon, il n'est pas capable de jouer, parce que par rapport à son poids, ses trucs, ses genoux, tout, et je me dis, ce gars il aurait dû être numéro 1, mais bon, c'est comme ça, on va pas le refaire. Après, on se rappelle petite fac, Murray State. C'est intéressant de le dire. Je pense qu'on pourra le dire à l'année 10. C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on pourra le garder si ça va dans ce sens-là. C'est pas impossible. On va le ressortir sur les réseaux quand même, histoire de mettre la pression sur Kevin. J'aimerais quand même qu'on revienne donc sur Ja Morant. Il est archi spectaculaire, on va pas faire le tour là-dessus. Il a ce truc en lui, il est très flashy. Moi, ce qui me régale, et il me fait penser à un mec qui avait un physique un peu similaire, dans son leadership, dans cette manière d'emmener tout le monde avec lui. C'est Allen Iverson. Ah ouais. Oui. Tu es d'accord avec ça ? Oui, surtout la hargne, comment il joue son... Oui, c'est clairement... Et je l'ai entendu plusieurs fois. Honnêtement, je suis totalement d'accord avec ça. Tom, toi, t'étais moins... Non, je réfléchis parce que j'ai jamais pensé à ça. Dans le jeu, dans le côté physique, il y a le côté... Alors, c'est pas tout à fait le même style. C'est pas tout à fait le même style, mais il y a le côté frêle et l'attitude, On parle du joueur, pas de l'attitude. Parce que moi, j'ai vu... Là, il y a plein de trucs qui sont sortis sur le training camp des Grises où je le vois vocal, où je le vois être vraiment meneur. Quand je dis meneur, j'ai peu de souvenirs, je dis pas qu'Iverson n'était pas, j'ai peu de souvenirs qui me rappellent Iverson en ça. Ah ouais ? Bah ouais. Bah, Iverson, c'est quand même un... C'est quand même Allen, il prenait la parole, au temps mort, on le voyait quand même parler à des gens. T'es pas coincé sur... Are we talking about practice? Non, même pas. Je pensais même pas à une mauvaise attitude. Les joueurs peuvent avoir des mauvaises attitudes et Iverson s'est peut-être perdu. Mais non, l'idée fait son chemin, vous avez sûrement raison. Parce que ce que je trouve bien avec Ja Morant, c'est que oui, il est flashy, oui, il est stylé, mais des fois, on peut se perdre là-dedans. Dans ce truc de je suis flashy, je me contente de ça et je fais des stats. J'ai l'impression quand même que à ce côté flashy, il y amène une énorme efficacité. Non, mais ça clairement, de toute façon, on n'en parlera pas aujourd'hui s'il n'était pas efficace. Les mecs que flashy n'ont aucun sens. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être aujourd'hui l'un des joueurs les plus flashy de la NBA. Tu regardes un match de Ja Morant, tu prends un kiff énorme. Il a une gamme de lay-up, de dribble, d'action, de T-jeu. Il est capable de tout faire. Et c'est les gars qu'on... Tu sais, quand t'es ado, tu t'identifies.
Pardon, tu kiffes, tu iconises même ce genre de joueur. Ouais. Tu vois, c'est tout à fait ce genre de joueur que tu veux dans ta chambre sur un poster. Parce qu'il va te mettre de gros tomards aussi. Bon, on l'a pas dit, mais il y a aussi ce côté-là hyper flashy. Donc voilà, mais si tu associes ça avec de l'efficacité dans les fins de match, enfin dans le jeu et la capacité à prendre les fins de match à son compte, bah ouais, t'as un joueur un peu ultime, quoi. Ça touche toujours plus de monde quand un garde comme ça fait des choses, parce que comme Allen Iverson, comme Steph, tu démarres quelque chose parce que les gens peuvent s'identifier plus facilement à toi. Normal, en fait. Voilà, c'est ça. Alors que quand t'as un LeBron, c'est un bulldozer, c'est différent en fait. C'est pas tout le monde qui a la chance. Tu te lèves pas et t'es LeBron, t'es costaud de coup, non en fait. Et quand t'as un mec comme ça, c'est vrai qu'il aura toujours plus d'impact parce que les gens peuvent se retrouver plus facilement. Tu vois, peuvent s'identifier à lui. Et après ce qu'il fait, moi j'ai pas vu beaucoup des mecs qui sont capables de le faire. Comme pour Steph. Derrick Rose était... Mais tu vois, ils sont différents, ils sont très différents de Derrick Rose. Lui, c'est pas une boule de muscle, une boule de muscle. Les gars, sur le changement de direction. Je vous coupe, mais je vous donne juste un petit trampoline pour rebondir, pour aller plus loin dans ce débat. En quoi vous l'avez vu progresser cette saison par rapport à la saison dernière ? Moi, j'ai la sensation que c'est surtout une affaire de volume. Et c'est aussi ça, la NBA, c'est que on voit les gars être bons en touchant, on va dire, 25 ballons. Ça veut rien dire, ça, on dirait du foot, mais 25 fois la balle dans un match. On voit qu'ils sont très très bons. Je pense par exemple à James Harden, époque OKC. Et puis, la saison d'après, on te rajoute 15 ballons. Tu fais exactement la même chose avec les mêmes pourcentages, avec la même réussite, sauf que le volume explose. Ça marche aussi pour Luka. La première année et sa deuxième année, il explose les stats. Mais en fait, le joueur n'a pas tant changé que ça. Alors, on regarde ses stats. Alors là, il est toujours sur une semaine, donc échantillon très court, mais il est dans des pourcentages, mais de dingue, de Steph Curry d'ailleurs. 55-45, ça n'a aucun sens de rester comme ça toute une saison. Il y a quand même une vraie progression sur l'adresse à 3 points et sur la manière de les prendre aussi. On voit que les mecs reculent. Tu te souviens l'année dernière, il y a 2 ans peut-être, où on le laissait tranquille. C'est qui avait fait James Harden peut-être d'ailleurs contre les Rockets, où il disait mais attends, tu vas me laisser comme ça shooter, et Ja avait marqué en disant mais gros, tu me respectes pas. On aime aussi ce côté-là. Maintenant 45% à 3 points pour un gars qui était à 30 l'année dernière, ce serait complètement fou de rester dans ces eaux-là. Donc la progression, elle doit venir tout au long de la saison. Franchement, c'est un peu le leitmotiv de l'émission, de l'émission, de dire que il faut tempérer absolument tout ce qu'on dit, parce que il fait un gros début de saison, mais une saison c'est tellement long. Ouais. Il a joué 3% des matchs de la saison. Non, vrai, et on va tempérer, tu vas voir. J'aime la comparaison avec Doncic, et j'ai l'impression que Doncic a énormément la balle. Quasiment tout le temps. Tout le temps la balle. Il a tout le temps la balle. Ouais. Ja Morant, j'ai l'impression qu'il a toutes les possessions sont pour lui aussi. On le voit dans les fins de match. En fin de match, ils vont le chercher. On ira après sur le roster qui est très intéressant aussi, côté Memphis, qui est bien modelé autour de lui. Mais Ja Morant, dès que c'est chaud, c'est lui qui a tous les ballons. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que par rapport à Doncic, que je trouve omnipotent, Ja Morant, je trouve qu'il a plus ce truc de lâcher la balle plus vite, d'aller trouver Ja Morant, toi. J'ai trouvé qu'il a plus ce truc de lâcher la balle. Après, il a plus de qualité de vitesse, donc peut-être qu'il se projette plus vers l'avant par la passe. Ouais. Des 1-2. Des 1-2. Non, je sais pas. Après, Ja Morant est un meneur de jeu. Qu'il arrive à donner à grailler. Alors, il y a peut-être plus de matos que Doncic autour de lui. Après, leur équipe est différente. Elle est plus équilibrée, je trouve. Voilà, leur équipe est différente de celle des Doncic. Donc, du coup, après, tu t'adaptes en fonction. Mais non, c'est vrai, bon. C'est une grande question, c'est un problème de riche. Hein. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'utilisation... Doncic, Lucas, c'est... Ah oui, non, ça c'est clair. Par rapport à l'utilisation, d'un point de vue des stats, sur le pourcentage usage, l'année dernière, Lucas, il a 36%. Donc c'est énorme. C'est énorme. Pour comparer, Westbrook, l'année de son triple-double, il a 40, ce qui était complètement insensé. Ja Morant, je vous retrouve ça vite fait. L'année dernière, donc 36... Est-ce que Ja Morant, sans son athlétisme, est au niveau de Lucas ? Comment ça ? S'il est pas aussi athlétique. Lucas n'est pas du tout. Lucas joue. Je sais pas sur des codes, mais moi Lucas je pense que chacun joue avec ses qualités. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste pour. C'est très dur à dire. Ça va se réduire. Après, c'est quoi ses qualités athlétiques? Si tu parles de dunk, parce qu'il va très vite, hein, quand même. Vite, tout ça se réduit. C'est comme. Lucas, très vite. T'es en train de me dire que c'est un boulanger. Donc non, mais Lucas, comme ça, peut jouer jusqu'à 52 ans. Mais Lucas, alors le truc c'est qu'il est petit. Ja Morant, il est aussi petit. Ouais. Alors que l'autre, il est beau, l'autre il fait 2 mètres. Ouais. Donc on peut, tu vois, si on enlève les 2 mètres à Lucas, est-ce qu'il peut jouer au même rythme avec son gros fessier? Ouais. Tu vois, juste pour comparer, si on fait le truc avec Derrick Rose qui est surexplosif, surmusclé et tout, se pète.
Ja Morant, moi je le comparais alors dans un style un peu différent à Tony Parker, qui finalement n'a jamais vraiment perdu sa vitesse, même en vieillissant. Ouais. Il était un peu moins rapide, c'est normal, mais il a toujours été super rapide. Il a su la contrôler. Voilà, tu vois, et donc à un moment avec Iverson, il a on disait que surtout- Tony Parker et Iverson étaient les deux joueurs les plus rapides de NBA, c'était tout à fait normal. Et je retrouve un peu ça dans le premier pas, Ouais. dans les Qu'est-ce qui layups. va vite. Après, Ja Morant est plus haut, il n'y a aucun doute par rapport à Tony, mais finalement, il n'a pas eu à se réinventer, Tony. Il est resté très rapide. Il a, en toujours été, restant, fin. il a toujours été plus rapide que tout le monde. Même que s'il a Voilà, perdu c'est ça. au fil des années, en vieillissant, même en vieillissant, il était toujours plus rapide que tout le monde. Je te refais juste la petite sur le usage percentage. 36% l'année dernière pour Luka. L'année dernière, notre ami Ja était à 27. Cette année, il est à 33 sur ses quelques premiers matchs. C'est beaucoup. Donc, c'est Énorme. Il y a une vraie évolution aussi là-dessus. Il joue beaucoup de ballons. J'aimerais qu'on aille sur le roster de Memphis, parce que tu t'aimes bien le dire, Thomas, on joue pas à 3, on joue pas Ben seul. oui. On aime cette équipe. On aime cette équipe des Grizzlies. Elle est plutôt bien construite avec des jeunes. Ils ont signé notamment Jaren Jackson Jr. cet été. Ils lui ont filé un peu le cash, mais j'ai l'impression on a bien scouté les Desmond Bain, les D'Anthony Melton, l'arrivée de... Alors, ils ont échangé Valanciunas, ce qui était bien pour Steven Adams. Steven Adams, c'est un pivot, tu plug, tu play. Ouais. C'est Comme Jonas, d'ailleurs, un joueur intelligent. ouais, C'est un bien peu, sûr. c'est du kiff-kiff. Brandon Clark, t'es un petit peu plus dans le dur sur ce début de saison, mais il y a plein de bons jeunes aussi autour de lui. Ouais. Mais tu sais que je veux dire, je pense que c'est ça le business de la NBA, c'est chaque équipe veut trouver un gros joueur et construire autour en fait. Et après en fonction des JM, en fonction de l'équipe, il y en a qui vont mieux le faire que d'autres. Tu vois, c'est comme les Warriors ont la chance de drafter 3 mecs qui voilà, tu vois, je veux dire, mais Ouais, mais plus Harrison Barnes, Moi- plus, tu vois, il y a... tu vois, donc moi, tu vois, au fur et à mesure, je me dis, en fait, chaque équipe, Memphis, pour l'instant, en tout cas, construisent bien autour de lui, en fait. Et ça, j'espère que ça va continuer dans cette lancée, parce qu'ils vont peut-être changer la dynamique qu'ils avaient depuis quelques années. Ils vont maintenant devenir une équipe qui commence à gagner et qui commence à retourner en play-off et qui commence, comme à l'époque de Marc Gasol, un peu, ou ça, comme ça. Et je me dis que c'est vraiment une bonne chose et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce qu'on reprochait, par exemple, à New Orleans de ne pas construire Mais il n'y a pas que New Orleans Tu qu'on vois, reproche, il y en a Kevin. plein, tu vois. On parlait de Doncic. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on a donné une bonne équipe autour de lui. Qu'on a construit une bonne équipe autour de Doncic. C'est pas une mauvaise équipe en tout cas. Moi, j'ai l'impression que les Grizzlies, en tout Ah cas, ouais, et meilleur. ont mieux pensé Ouais. l'équipe autour de leur star. Il n'empêche qu'on va voir les stats quand même. On les aime bien, les tontons. Ils mettent dedans. Il amène pas mal de On rappelle que highlights. Dylan Brooks n'a pas commencé Dylan la Brooks saison. n'a pas commencé la saison. C'est un élément Bah, très ouais. important. Certainement le troisième meilleur joueur peut-être. C'est leur deuxième meilleur scoreur. Par contre, on va voir que dans les stats, les tontons, et là c'est un énorme bémol, c'est la pire Bah défense oui. de NBA. Et quand on va faire la comparaison avec les meneurs de jeu et les machins, Ja Morant est un défenseur intercepteur pour l'instant, on va dire. Mais c'est des mecs qui défendent pas. Meilleure quoi. attaque, C'est des mecs qui plus défendent mauvaise pas. défense. C'est pas des ratios qu'on kiffe ça, Kevin. Ouais. Mais C'est pas des Tu sais, bons là, le ratios. ratio, il est complètement fou aussi. Hein. C'est un grand texte. C'est Jean-Claude Un Van Damme. 30, ça arrive C'est jamais, Jean-Claude hein. Van Damme sur les rails. Ça leur tu sais. rappelle un peu les Nuggets à l'époque où ils étaient tout en Ouais, haut ouais. d'un truc et puis tout en bas en défense. Ça Vous capte voyez, dans une- l'écart. Explique-nous un peu, c'est dans une équipe qui, première attaque, mais qui est de dernière, quand t'es dernière défense NBA, c'est vraiment que tu veux pas défendre. ça, c'est relou. C'est vraiment relou, mais ils peuvent progresser, sur la défense. Et Ils doivent. C'est ce qu'on disait aussi où on n'en est qu'à quelques matchs. Les choses se mettent en place. Donc les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est toujours relou de commencer comme ça, tu vois. Donc pas Au mal moins, de tu connais ton axe de progression, on Ouais, va dire. ouais. En tout cas, il sera pas mal de taf pour quelqu'un dont on doit parler aussi, c'est le coach Taylor Jenkins. Ouais. On a dit que le front office avait parfaitement géré l'après Gasol Conley, puisque déjà tu draftes, tu as la chance d'avoir ce tour de draft et tu tombes sur Ja Morant, mais tu choisis aussi un bon coach. On a l'impression que Taylor Jenkins est un bon coach qui en plus il s'est bien trouvé aussi avec son meneur. Il a fait cette déclat pour dire, comme beaucoup, comme tu nous disais par rapport à John Wall, ça m'a fait penser à ce que vous avez dit sur John Wall par rapport à ça, c'est que Ja Morant, il bouffe du basket tout le temps. C'est l'un des meilleurs étudiants du jeu. Il regarde une tonne de basket, il organise tout en attaque, place ses coéquipiers, c'est un leader par l'exemple. On a l'impression que ces mecs-là, c'est des mecs qui, le basket, c'est pas que venir s'entraîner et jouer des matchs. Bah, pour moi, visionner les matchs, c'est s'entraîner aussi, en fait. Parce qu'on pense qu'il n'y a que la pratique, mais en vérité, non. C'est la vision, savoir ce que tu fais, regarder tes matchs, regarder tes erreurs que tu as fait. C'est ce qu'on disait, Kobe, c'est ce qu'il faisait. Il était super fort dans ça. Kobe va te louper un fadeaway dans l'angle, hein. Il va te le louper. Bah, tu peux croire que oui, à la fin du match, ce soir, il sera là en train de shooter le truc 100 fois, en fait. Tu vois, et c'est ça le jeu, c'est ça le tu vois, au fur et à mesure quand tu joues, et je me dis que tu es obligé d'analyser, tu es obligé de regarder. Moi, John, encore une fois,
c'est choquant parce que nous, on arrivait le matin et quand, par exemple, on joue Boston et John, il arrive, lui, et il connaît déjà tout le système. Genre, tout le monde, nous, on découvre parce que les coachs, nous, voilà, lui, il connaît déjà tous les systèmes. Genre, et je trouve ça impressionnant. Tu vois, je me dis, de connaître les systèmes de ton équipe. En NBA, il y en a beaucoup. Hein. Les gens, ils pensent que les systèmes, il y en a 2. En NBA, il y a énormément de systèmes. Par rapport à ta période à Barcelone, il y en avait plus en Europe, a plus qu'à Barcelone. On en a largement plus à Barcelone. On en a largement plus en NBA. On a 45, 45, on a plein de trucs, tu vois, pour les cadres, avec plein de et en fait, je me dis, connaître déjà ses systèmes, c'est super dur. Connaître ton système, ce que toi tu dois faire, c'est ce que la plupart des joueurs font. Après, tu as les meneurs qui connaissent le rôle de tout le monde, et après, en plus, tu as connaître les autres équipes. J'ai dit, mais attends, wesh, t'as ce que dur, c'est quoi? C'est combien de terrains que t'as dans ta Donc, Jamorant, en tout cas, ça s'inspire un petit peu. Et en Moi, tout j'étais cas, un peu surpris par ça, hein, par son. Tu vois, de mon image que j'avais de lui à la sortie de la fac, je voyais un mec flashy, bon, on l'a déjà dit 1000 fois. un talentueux Ouais, branleur. un gros talent et tout, mais j'ai été au fur et à mesure là qu'on le découvre dans le circuit pro, de découvrir cet aspect de chirurgien là, de scientifique du basket, d'ingénieur. C'est un truc qu'on aime, que moi c'est vraiment que j'adore, parce que pour le coup, tu vois, ça de connaître le système, c'est un truc que moi j'ai toujours kiffé, donc de savoir ça, de l'ajouter au leadership, et parce que le meilleur pour ça des 20 dernières années, c'est Rajon Rondo. Tu vois, on disait tout le temps que lui, alors sur le basket, il savait tout de tout, il connaissait tous les systèmes, et tu le voyais dans les anticipations qu'il avait, bah oui, ça se voyait qu'il connaissait le système, il savait très bien où allait la balle. Donc voilà, donc ça me fait kiffer de voir des mecs jeunes. Parce que parfois on a l'impression que ça se perd ça chez les jeunes, que c'est tous des petits cons. Bah pas que, tu peux être un petit con peut-être, mais tu peux aussi avoir une vraie passion pour le game. Il n'y a rien pour dire que Jamorant est un petit con. Mais aussi, je pense qu'il prend le game très au sérieux. Comparé à certains mecs, parce que tu sais qu'il faut un temps de réalisation. Réaliser que, surtout à cet âge, hein, parce que c'est la transition, c'est là où tu deviens pro en fait. Et il faut réaliser que, maintenant c'est mon métier. Maintenant, il faut que je gère que ma vie, elle soit. Il y a des attentes en fait. Et surtout ces mecs-là, ils ont une grosse pression. Parce que il y en a, ils ont la pression, ils ont juste la pression de chez eux de faire la vaisselle. Ils ont une grosse pression. On attend des choses. L'équipe attend des choses. Son équipe, les fans. Tu vois, ses coéquipiers, tout le monde attend en fait. Et je me dis qu'arrivé là, même la première année, il s'installe, il regarde un peu. La deuxième année, il confirme. Troisième année, il explose. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est fort. Les gars, pour finir ce débat, forcément, on a envie de se poser la question. Aujourd'hui, quelle place a Jamorant dans la hiérarchie des meneurs NBA? On adore. C'est peut-être le poste avec les pivots, tu le disais, où on adore faire des hiérarchies comme ça, le poste de meneur. Alors, on sait que c'est la plus grosse concurrence en NBA. C'est le poste de meneur. Et on a un petit tableau un petit peu où on a mis tous les meneurs un petit peu du moment. Et lui, il se considère en tout cas comme un top 5 meneur avec Steph Curry, Chris Paul, Damian Lillard et Russell Westbrook. C'est surtout ça le point de départ. Il a raison de le dire, il a raison de le penser. Maintenant, est-ce que pour vous, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que pour vous, il appartient à ce cercle fermé? Pour l'instant, ce qu'il montre en début de saison, oui. Maintenant, est-ce que dans le top 5 pour l'instant, tu vois, je veux dire, non. Des accomplissements? Non, mais pour l'instant, en tout cas, début de saison, oui, clairement top 5. Bah, tu vois, par rapport à la déclat en soi, c'est pour ça que je disais petit con tout à l'heure, c'est que pour moi, ça, c'est une déclat de petit con. Il y en a un autre qui l'a fait, ce truc-là, c'est Tyler Hero qui a sorti ce genre de conneries là. En fait, c'est pas se rendre service de dire ça. Après, tu peux le dire, t'es interviewé, t'as 1000 interviews, il suffit juste d'être un petit podcast, t'es là en train de discuter, et finalement on dit alors, t'es dans le top 5, tu dis oui, et derrière, il y a des comptes français qui font une émission autour. Bon, d'accord. T'as des noms. Du coup, tu vois, ça c'est... On n'a pas besoin de les faire. Nous, on s'amuse à faire des trucs, mais qu'est-ce que... Ça change quoi qu'il soit premier, deuxième, troisième? Lui, il est là pour taffer, sauf si pour lui, c'est une vraie source de motivation, et j'ai l'impression que ça en est une. Donc, pour répondre à la question, moi, je ne crois pas qu'il soit aujourd'hui dans le top 5 des meilleurs meneurs. Parce que être top 5 des meilleurs meneurs, c'est pas... il s'est passé quoi depuis une semaine? Il en faut un peu plus à mon goût. Évidemment. Par exemple, je vois les matchs de play-off. C'est les play-offs. Alors, il a été bon l'année dernière en play-off. On sait que quand Donovan Mitchell n'était pas là, mais le premier match face au Jazz où il gagne, il fait un énorme carton. Il a été très bon aussi dans les play-in. Il a ce petit vécu, mais c'est sûr que quand on voit Steph Curry, James Harden, Damian Lillard, qui on met devant Lucas Doncic, dans l'accomplissement, je ne parle pas même Trae Young, où on reste sur des jeunes joueurs. Alors il y a peut-être D'Aaron Fox, qui a pas là, on est déjà plus dans les 5. Mais voilà, on est déjà plus dans les 5. On peut se mettre d'accord. Qui on met, et vous dites dans les commentaires. Il lui manque trop d'accomplissement aujourd'hui. Mais même au-delà des accomplissements, j'ai envie d'avoir votre avis. On met qui devant sûr? Steph Curry, on est d'accord. Bon, Steph Curry, on est d'accord. Tu peux nous le remettre sur les plein pot parce que c'est mon Yerwan. James Harden, ça fait chier de le mettre dans les meneurs parce que ça nous pète une place. Mais
C'est vrai que James Harden, j'ai pas. Il est meneur de jeu. Il est meneur, il est meneur. Bon, il est Il a 100% meneur. Là, il n'a jamais été autant meneur que depuis cette Il année. est 100% Il meneur. joue meneur. Il est dans la position de meneur. Non, Tu vois, je veux dire, on mais sait c'est pas un meneur. Genre, Si, c'est- si, il est 100% meneur. Enfin, sur ce début de saison, je ne sais pas trop ce qu'il est d'ailleurs, mais genre, bon, c'est. son essence pure. Qui est-il? Non, mais tu vois. Que veut-il? Qui est-il? Qui est-il? D'où vient-il? Son essence pure, c'est pas un meneur. Tu vois, Bah, maintenant, il est c'est vrai que c'est un joueur qui a évolué, qui est comme LeBron. LeBron, il peut Bon, jouer pour moi, aujourd'hui, il est meneur. Bah, moi aussi. Donc Sinon, vous mettez dans la catégorie des meneurs. Ouais, oui. Un pur meneur comme Lucas ou des gars comme Damien qui ont joué meneur toute leur vie. bah oui. Damien, à un moment, je suis sûr que Mais en fait, entre Lillard et Harden, au niveau du scoring, c'est quoi la différence entre les deux? C'est juste. non, mais bonne c'est. question. Non mais tu m'as posé une colle. Quand t'as dit ça, j'ai gratté. C'est le micro. Non, mais aujourd'hui, il lui manque encore de l'accomplissement, même si moi je te dis, en play-in et en play-off, il a déjà montré qu'il avait des burnes de taureau. Mais effectivement, même par rapport à Luka Doncic ou même Trae Young, Bah voilà. Il est. Moi, tu vois, il a je mets. l'accomplissement. À partir du moment où j'enlève Russell Westbrook du top 5, et pourtant, il mérite d'y être, et que, admettons, je fasse rentrer Trae Young, parce que l'année dernière, ce qu'il a fait, c'est vraiment exceptionnel. Et ben, je pense que Ja Morant, il est juste Aux derrière. portes. Voilà, il est aux portes. Il est aux portes. Parce que tu vas pas enlever. On il y a Chris a Paul aussi et tout, on a c'est- des avis Twitter et les Ouais, gens sont ouais, assez partagés, ça va être intéressant. Et je les ai lus avant l'émission et c'est vrai que il y a difficile, hein. de tout. On a James Ghost 7 qui nous dit oui, s'il fait une saison à 25 points, 8 passes et des playoffs de haut niveau, comme la saison dernière, il faut qu'il développe encore son jump shoot et beau, ses ça. pull-ups, mais très très haut niveau. Le Ja, là on est d'accord. Oui. Il se mouille pas trop, notre ami, mais au-delà de ses qualités techniques, tactiques, athlétiques, c'est son leadership à son âge qui m'impressionne. On est d'accord. L'influence qu'il a sur le jeu de son équipe et sur ses partenaires, c'est digne des futurs grands. Et en plus, c'est un esthète, un artiste. Il est beau à avoir joué. Moi, j'aime bien le côté, c'est un des futurs grands. Je crois qu'il est dans ce chapeau-là des futurs grands. Ça, personnellement, aujourd'hui, le mettre. C'était pour les pour. On a quand même des mecs qui sont en contre. Et c'est toujours intéressant d'avoir un contrepoids. Paul, Lillard, Curry, Young, Doncic, top 5. Il va falloir qu'il maintienne ce niveau plusieurs semaines, voire on peut dire des années, pour qu'on puisse dire que c'est un top 5. Par contre, avec Simmons, Irving et Murray Bah oui. out aujourd'hui, il est probablement 6 dans la hiérarchie. C'est plutôt pas mal. Alors déjà, bravo pour la créa, bravo Tom. Vous avez assuré les mecs, c'est magnifique. C'est mieux que les screenshots. Et je crois qu'on a un Fantastique, dernier avis. magnifique. On a un dernier avis. N'hésitez pas à nous donner chaque semaine, de toute façon, sur le débat, vos avis. Top 2 sur le début de saison, oui, mais il est clairement dans le deuxième chapeau des top meneurs avec Trey, Fox, Shai Gilgeous-Alexander, Balls. Les Balls, j'imagine qu'un c'est les deux, c'est pas mes burnes. Hein. Enfin, c'est facile de donner 5 gars plus forts que lui, quoi. Des Curry, Lillard, Doncic, Drew Holiday, on l'a pas cité. CP3 et Westbrook, c'est un autre monde. Je sais pas s'il y a un Il y a du monde, hein. En tout cas, je sais pas s'il y a un monde entre lui et les autres, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ces avis-là. De toute façon, on sait que le poste de meneur, c'est le poste qui fait le plus parler, c'est là où il y a le plus de concurrence. On n'a même pas, tu vois, Ben Simmons, Jamal Murray et tout. C'est compliqué. Mais en tout cas, Ja Morant est dans la discussion maintenant et il est en train de faire sa petite place. Je pense que Ben a plus de problèmes. Il a d'autres soucis. En Oui, fait. il a d'autres Bien sûr qu'il y a d'autres soucis. Mais bon, tu vois, l'année dernière, on aurait pu le mettre top 5 meneur. Hein, il n'y avait rien à tu sais dire. que maintenant, compliqué. Après, maintenant, faut comprendre. Hein, c'est la NBA. Sans ces déclarations-là, ce serait pas la NBA. T'as besoin de vrai. mecs comme ça qui vont. T'as besoin de polémiques, t'as besoin de débats, t'as besoin de gens qui vont faire parler. C'est comme ça en fait. C'est les États-Unis de base. Hein. C'est une grande comédie. Il y a toujours un truc. Non, mais il y a toujours un truc qui se passe Le là-bas. soap opera. T'as peut-être un serial killer dans Massachusetts. À Los Angeles, t'as Il y a un quelqu'un mec qui fait ça. en train de sa Il y a un voiture. truc de ouf. T'as l'autre qui fait du saut à l'élastique tout nu quelque part dans le Tennessee. Non, Et ce il y a serait pas toujours Shaq un par truc. hasard. Ouais, non, mais pour te dire qu'il y a Il saute avec son propre élastique. c'est pour dire que c'est une mentalité aux États-Unis où il y a toujours un truc, tu vois. Je veux dire, c'est pour ça que maintenant, c'est des déclarations, je les calcule même plus en fait, parce que je sais que ça fait juste partie du truc, tu vois. Je veux dire, et j'aurais dû en faire plus moi aussi. Mais oui, t'aurais dû. T'aurais dit, un jour j'aurai mes 100 millions. C'est ça que t'aurais dû faire. Non, mais oui. Parce Ça qu'en fait, rentre dans la tête tu des l'emmènes gens. à toi. Tu vois, quand il dit ça, Il sait. il emmène une conversation. Ouais, Alors, même ouais. s'il n'est pas dedans, maintenant tout le monde se pose la question, est-ce qu'il est dedans? Et il Ouais, a c'est vrai, gagné. t'as raison. Il a gagné. Ah, C'est de la com, c'est de la com 2.0. Bravo, en tout cas, il nous régale et on va suivre évidemment la sûr. suite des Grizzlies qui vont se mettre quand même, ils vont devoir se mettre à défendre. On rappelle, première attaque et dernière défense NBA. Mais Ja Morant nous régale en ce début de saison, notamment son match aux Lakers où il perd, il dit En même temps, t'as vu, il a 3 lancés, Ouais, il ouais, moins il rate le 3, dernier. il met les deux, ça arrive. Il fait des actions de. Quand il dunk là, à un moment donné dans le trafic. Moi, je pense qu'il commence à rentrer dans la tête des gens. Il fait peur un peu. Tu vois, je vois les défenseurs baseball,
je sais qu'il s'y colle dessus, mais à un moment donné, il est rentré dans sa tête en disant gros, tu peux rien. tu peux rien contre moi. faire. Il a ce truc-là en lui. Le mec en peur. Ouais. Comme disait la fièvre d'Eric Rose. T'as peur, il y a certains. T'inquiète, il a pas eu peur, il Pour aurait moi, peut-être c'est dû réel, hein. ne pas y aller. Vraiment, ça j'y crois. Tu le vois, il y en a, ils vont pas te le dire parce que tout le monde a de l'ego, tout le monde a de la fierté, mais tu vois qu'il y a des mecs, si tu les observes, tu vois qu'avant les matchs, quand ils vont jouer, certains mecs, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Et Jamorant, je pense qu'il y a des. Je pense que Attends, et les futurs adversaires de Jamorant, je pense qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant de lui mettre des surpressions. Bah, t'imagines par exemple, tu joues contre un gars comme Shaq. Oui, non, mais Shaq, c'est. Voilà. Non, mais c'est pour donner un exemple où Mais Shaq, c'est relou. tu n'as pas le choix. Ce soir, je vais me faire écraser. Tu vas pas te dire, bon, j'ai fait un bon petit match contre Shaq. Ce soir, je vais me faire marcher dessus. Et voici, quand tu prends le tunnel du match, voici l'état d'esprit. Voici l'état d'esprit. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça, cette mentalité. Il y a certains mecs. En même temps, je peux comprendre certains mecs. Tu vas jouer contre des gars. Et il va te coller 50 ce soir, en fait, et à aucun moment, tu auras ton mot à dire dans l'histoire. En fait, tu vas te défendre, tu vas faire tous tes trucs, mais. Puis surtout quand eux, ils sont l'option numéro 1. C'est pour ça, tu sais, que ça me frustre parfois quand je vois Jokic jouer contre Rudy ou. Parce qu'il a tout le temps la balle. Rudy, il n'a pas tout le temps. Donc, c'est pas vraiment équilibré, tu vois, parce que je me dis que l'autre, il a tout le temps la balle. C'est lui l'option vraiment de son équipe. Et Rudy n'est pas la même option offensive. Donc, du coup, c'est toujours frustrant. Le gars, t'es forcément perdant quelque part. Ouais. T'en fous 15, toi, tu t'en fous 2, t'es content, mais en vérité, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu le truc, quand tu joues contre un gars comme ça. Ça va pas être un échange, ça va pas être donnant ce soir, ça va être plus tu vas recevoir. Là, contre Lillard, là, il y avait du donnant. C'est Lillard, on parle de Lillard. Lillard d'ailleurs, il y a un pourcentage bien cata, mais c'est les Blazers qui s'étaient imposés. En tout cas, les Grizzlies, ils jouent contre les Warriors, donc c'est ça l'avantage du top 5, c'est qu'il va jouer contre Steph Curry, ensuite il va jouer contre Miami, donc un Kyle Lowry qu'on aurait pu mettre dans la longue liste, et puis ensuite 2 fois contre les Nuggets. Bien relou Lowry à prendre en défense avec son attention au passage en force. Exactement. On a fait le tour sur Jamorant, en tout cas, ce qu'on a pu faire, parce qu'on est très à la bourre, je vous le dis. T'avais envie de parler, tu nous avais dit. Hein. Ouais. Tout de suite, on va aller sur les Bulls qui réussissent un très bon début de saison, c'est le focus, évidemment. Quatre victoires, 0 défaite, ce n'était pas arrivé aux Chicago Bulls depuis 25 ans, la saison 96-97. À cette époque-là, un certain Michel Jordan jouait pour les Bulls, et les Bulls avaient été champions face aux... C'est en quelle année? J'écoutais pas du tout. 87-97 face au Jazz d'Utah, c'est évidemment que tu l'avais. Oui, c'était sur mon téléphone. Je regardais Anthony Edwards. Voilà. On imagine que les Bulls cette année ne seront pas champions, mais l'essentiel est ailleurs pour nos amis de Chicago, puisque enfin, on a une équipe sympa à regarder cette saison avec les Bulls. C'est ce que tu nous disais, Kevin, en début d'émission. Tu kiffes regarder ces Bulls-là jouer au basket? Non, c'est pas ce que tu m'as dit? Non, pas il parlait de Lasvel, hein. Ah, pardon, alors tu les kiffes pas. Il parlait de Lasvel. C'est toi qui les kiffes? Pas du tout. En fait, pour l'instant... Il y a que moi qui kiffé, mais c'est pas grave. Moi, pour l'instant, j'attends. J'attends de voir. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas une équipe de gagnants. Ça veut dire, quand je dis ça, même la stat qui sort que... il a jamais gagné plus de 4 matchs avec Levin. Je me dis... Quand on parlait tout à l'heure de la culture de la gang, c'est vrai que les Bulls, ça fait longtemps qu'il y a une culture de la gang là-bas, mais c'est un peu estampé, ça fait un petit moment, tu vois, je veux dire. Et j'attends de voir, en fait. Honnêtement, j'attends de voir. L'équipe, elle est sexy, elle est mignonne. T'as Vucevic qui, à Orlando, il gagnait pas non plus, ils n'ont pas gagné des masses. Donc, tu vois, il faudrait qu'ils développent un petit truc, mais en tout cas, s'ils continuent comme ça peut être mignon. Mais pour l'instant, moi, je suis sceptique, j'attends de voir. Patient, donc, Kevin. Moi, je comprends ton scepticisme. Hein. Franchement, leur calendrier, ils ont joué contre une équipe où on était réunis, et puis 2 fois Détroit. Donc, tout de suite, leur bilan, il est galvaudé. Et les amis ont la mémoire de Thierry Roland. Voilà, exactement. Donc, ça fait 4 matchs, 4 victoires. Alors, ils ont battu Détroit, New Orleans et Toronto à Toronto. Voilà, super. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bougé cet été. On sait que cette équipe a un objectif, c'est d'aller en play-off. Il n'y avait aucun autre début de saison attendu que de faire 4-0. Ils ont réussi leur début de saison puisqu'ils sont à 4-0. Donc ça, en soi, c'est positif. Maintenant, quand tu regardes les matchs, il y a plein de trucs qui se mettent en place. Voilà. Et ça, non mais on va y aller, calme-toi. Vous faites quoi s'ils font 4-78? Non mais... Ils ont bien commencé. Ils vont faire 4-10, tu vas voir. Ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes leurs matchs, il y a un truc, c'est que les gars ont envie de jouer les uns pour les autres. Qu'ils ont envie de se démonter pour les autres. Et ça, c'est évidemment...
je mets Lonzo Ball en avant parce que quand tu as un vrai meneur de jeu, les autres autour s'éclatent. Tu le sens. Et les premiers, c'est DeRozan et Zach LaVine qui ont l'air de jouer sérieusement, j'ai envie de te dire. DeRozan, il n'est pas venu. DeRozan n'est pas en pré-retraite. Il n'est pas venu couper du bois, acheter du terrain à Chicago. Ça, c'est clair. Mais donc, tu sens du lien dans cette équipe. C'est la première fois depuis des années. En ça, j'ai envie de te dire même depuis les années de Derrick Rose. Alors, moi, j'ai envie d'aller plus loin un petit peu sur les Bulls, même si effectivement le calendrier est très favorable, et on va le voir à la fin tout à l'heure, que le calendrier qui arrive va être d'un autre... Attention, retour de niveau. pelle. Hein. Il n'empêche que moi, j'ai regardé tous leurs matchs aux Bulls, et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Déjà, le pari DeRozan, il est pour moi réussi. Parce que DeRozan... il est réussi. Je t'explique pourquoi, je vais au bout. Ah ouais, moi, je trouve réussi parce qu'on sait qu'aux Spurs, il s'était un petit peu transformé en créateur-passeur. Ce qu'il fait très bien aussi aux côtés de Lonzo Ball. Ça fait qu'il n'y a pas que Lonzo qui a la création et l'organisation. DeRozan le fait. Et surtout, DeRozan, il ne se marche pas dessus avec LaVine, au final, pour l'instant, de ce que je vois. Ouais. Et ça, c'est un début de réponse positive. Et surtout, c'est une équipe très jeune. Et t'as raison, c'est des losers. T'as raison, c'est des losers. À Toronto, le match, ils le maîtrisent. Ils doivent gagner. Et là, ils chient dans leur froc. À perdre des balles remises en jeu. On est sur les losers. On est sur Zach LaVine, loser. Par contre, il y a un truc à changer, c'est qu'ils ont ramené un mec comme DeRozan qui a dit, bon, les enfants, quand Vucevic, il fait des marchés, il tombe par terre, il a dit, oh, les enfants, balle à moi, 1-4, dégagé. Et il a fait gagner cette équipe-là. Donc, oui, c'est pas encore des gagnants, mais par contre, ils ont un mec pour le next step, voire le deuxième next step, qui peut les faire gagner. Et en ça, je trouve que c'est très intéressant. Mais Erwan, tu veux bien comprendre que dire que le pari DeRozan est réussi après les 4 matchs contre des Pimpoy, là, ça n'a aucun sens de dire ça. C'est-à-dire qu'on pourra dire que c'est réussi si dans les matchs difficiles, contre les bonnes équipes, ils continuent à faire ça, ils continuent sur leur bonne lancée, ils continuent à bien défendre, on continue à avoir du lien, qu'il n'y a pas d'embrouille dans l'équipe. Ouais, mais au-delà des stats. Au-delà des stats, je parle pas des stats, moi. Je te parle de... Moi, je vois une équipe bien construite, avec des paris qui pour l'instant sont gagnés, c'est un peu tôt. Je vois une équipe disciplinée. Ça d'accord. Et pour moi, ça c'est bon signe. Si je peux vous donner mon avis, cette émission est peut-être un peu tôt. Mais oui, je trouve c'est un peu tôt. L'année prochaine, on commence à faire on aurait dû attendre du match. Parce que chaque team, on parle d'eux, c'est un peu tôt. Mais le pari est réussi de DeRozan. Après, en fait, deux fois qu'on déçoit. Sinon, le First Day Show, l'année prochaine, on commence en février, ça nous fait des grandes dates. Non, pas du tout. Je pense qu'en revanche, il faut savoir raison garder. Et dire qu'on a vu 3 bons matchs des Bulls avec des certitudes. Un dernier match contre Toronto qu'ils auraient dû gagner facilement. Donc ils sont à leur place. Leur place, c'est de taper les équipes de l'Est en dessous. Ils ont réussi. Bravo à eux. Mais je ne donne... Je peux donner, j'ai aucune certitude sur cette équipe pour la suite. D'accord. Alors, dans 10 matchs, ils ont perdu 8, parce qu'on connaît la suite du calendrier, on va en parler évidemment après. Que qu'est-ce qu'on va dire? Le pari de DeRozan est réussi. Non, en fait, je m'appuie vraiment sur des choses. Et moi, dans le basket, il y a des choses qui me rassurent. Et quand je vois les performances de Vucevic, par exemple. Non, alors ça, pour le coup, moi, j'aime. Voilà, donc tu vois. Mais moi, il y a des choses qui me rassurent, c'est quand une équipe est disciplinée, quand il y a une hiérarchie qui se met naturellement en place. Zach LaVine et le franchise player. Mais quand ça a été chaud, on a donné la balle à DeRozan très naturellement. Et ça, moi, je trouve qu'il se passe des choses. J'avais aussi énormément de doutes défensivement sur cette équipe. DeRozan, LaVine, c'est pas des gros défenseurs. Patrick Williams et Lonzo. Vucevic, c'est un trou. Et derrière, tu avais Patrick Williams et Lonzo Ball. Finalement, même si les trois, ils font pas des pressions défensives de ouf, je trouve que déjà le banc amène pas mal de peps défensifs. Les Troy Brown Jr., les Caruso notamment. Et puis, je trouve qu'il y a des rotations bien définies. Et Steph nous le dit souvent, et Kevin, tu vas pouvoir nous le confirmer, tu peux être une équipe correcte défensivement. Si tu as des rotations bien établies, on oriente là on vient fermer, là la rotation. Et ça, je trouve qu'ils sont en avance là-dessus. Et ça, c'est pour ça que ça me donne, un peu d'optimisme, un peu trop pour toi, mais ça me donne de l'optimisme. Mais bien sûr, moi je suis totalement d'accord, c'est la même chose. Il faut comprendre la même chose qui se passe en attaque, c'est la même chose qui se passe en défense en fait. Et qu'un système peut changer une vision d'un joueur ou parfois, ou même, de toute façon, un coach, tu vas combler quand tu as un joueur qui n'est pas trop fort en défense, parfois tu vas le cacher, tu vas l'aider avec le système et comment tu vas bouger, comment tu vas bouger en défense. Donc oui, je suis totalement d'accord. Quand tu vois une certaine structure et un certain truc, il y a de l'avenir en fait, il y a quelque chose en fait et c'est une bonne base. Maintenant, c'est vrai que il est tôt encore pour moi, mais c'est une bonne base. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, moi, mon gros souci, c'est mieux d'avoir ces bases. Mon gros problème par rapport à l'analyse qu'on va avoir défensive, c'est qu'ils jouent 2 fois contre Détroit, donc Détroit, et que les scores, c'est 94-88, 97-82. Bah ouais, ils sont très forts en défense. Tu vois,
C'est ça mon souci, c'est que vous comprenez bien que. T'es un bon bâtard, hein. T'es un bon bâtard, tu me sors des chiffres. Je te parle de principe. Je te parle de c'est vrai, principe. Tom, je te parle de principe de rotation. Ça s'invente pas, ça. Mais est-ce que tu comprends un truc, Erwan? C'est que si t'es une équipe de Pro A et que tu joues contre l'équipe de N3, tu vas pouvoir mettre en place des trucs défensifs. Si t'es haut, c'est faux. Après, moi, je suis pas d'accord où ça reste la NBA. C'est-à-dire que si tu fais le con, même des 3 peut t'en foutre 20 en fait. Pour moi, ça reste la NBA. En tout cas, c'est pas ce qu'ils ont fait sur les deux matchs qui s'est passé. C'est pas ce qui t'as raison. Regarde, là, cette nuit, les Cavs sont perdus contre OKC avec une équipe de puceaux. Oui, t'as raison. Ça peut arriver. Alors, on se posait des questions. Mais Détroit, ça fait 4-0. Ils sont sérieux, les Bulls. Ce soir, ils jouent contre New York au Garden. Ça va être très cool. Justement, il y avait des questions sur DeRozan Lavine, sur cet échantillon de début de saison. T'as envie de dire pourquoi pas, ou t'as envie de garder un certain doute qu'on avait? Ce dont je suis sûr, c'est que même s'ils avaient été cata sur les 4 premiers matchs, je les aurais pas condamnés. Donc je vais pas les encenser dans le cas où ça a bien marché. Je veux quand même mon avis. Moi, mon avis, c'est que sur le papier, j'ai pas de problème avec le trio des arrières. Oui, ok, il manque un vrai poste 3. Sauf que DeRozan, avec l'évolution qu'il a eu ces dernières années, ils sont tous complémentaires. À partir du moment où Zach LaVine est première option et un scoreur, parce que c'est pas un gars qui va vraiment faire des passes pour les autres, avoir du playmaking pour les autres, et que tout le monde l'a en tête, Lonzo, il va s'incorporer là-dedans sans aucun souci. Donc moi, sur le principe, j'ai aucun souci. Moi, mon problème avec cette équipe, c'est leur plafond. Tout simplement. Leur objectif, c'est d'aller en play-off. Est-ce qu'ils sont capables de passer un tour? C'est une autre question. Mais là, aujourd'hui, ils sont juste dans les clous de ce que j'espérais. Voilà mon avis. Moi, je peux enchaîner sur le plafond. Toi, pour toi, ils sont au-dessus de ce que t'en espérais? Non, c'est une bonne question. Ils sont là où je les attendais et je suis content de les voir là où je les attendais. Voilà. On est d'accord. Par contre, tu parles de plafond, je vais rebondir là-dessus. Pour moi, leur plafond, et on le voit là, il est tout à droite du tableau derrière ma T'as vu leur tête. pourcentage aussi, hein, C'est Nikola Vucevic qui se retrouve dans un nouveau rôle, qui est plus go-to-guy comme au Magic, qui est pas non plus deuxième option, qui est troisième option. On voit que son début de saison, il prend autant de tirs que la saison dernière, et pourtant il a des pourcentages cata. On sent qu'il a du mal à trouver sa place, et sachant que défensivement, il est ciblé comme rarement. Comme toujours, en fait. Ouais. Surtout en play-off. Donc c'est un peu moins le plafond que j'ai, c'est que derrière, il joue beaucoup small ball avec Patrick Williams, donc il joue poste 5. Ça leur va plutôt bien quand tu as des arrières comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que leur plafond, ça va être un peu de sécuriser ce poste-là. Il n'y a pas de rotation à Vucevic. Et même Vucevic, même s'il met à peu près 15 points, c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il se cherche encore, le grand. Ouais. Oui, il se cherche, mais c'est quand même un joueur hyper talentueux. C'est un gars qui a une vraie expérience. J'ai du mal à croire qu'il reste dans ce truc où ça se passe pas très bien. Qu'est-ce qu'il fasse de plus? J'en sais rien, mais d'être meilleur, tout simplement. D'être meilleur en attaque. Mettre ses shoots qu'il met pas, mettre ses trucs, c'est juste être efficace, être lui-même. C'est efficace. Je pense que c'est ce qu'on lui demande. En étant troisième option, c'est pas grave, ça, d'être troisième option. Mais moi, en tant que troisième option et être un double-double de moyenne, moi, ça me va. Bah ouais. Ça me va tous les jours, en fait. Personne ne demande d'être à 24 points par match. Je pense tu sais qu'il y a un truc dans les équipes, les gens se rendent pas compte, mais tu connais ta hiérarchie. Moi, quand je joue avec Paul George, je sais qu'il y a Paul George. Ça veut dire que j'ai aucun souci à le voir shooter, parce que je sais qu'il est. Quand je joue avec John, quand je joue avec Bradley, on connaît déjà la hiérarchie dans l'équipe. Tu vas dire, tu l'acceptes. Tu vois, moi, j'avais mon rôle quand j'étais au Wizards. Le première option en 6e homme, c'était moi, et j'étais la première option offensive en sortie de banc. Tu vas dire, donc on a chacun nos positions, on le sait. Du moment que tu l'acceptes. Encore faut-il l'accepter? Faut l'accepter, tu vois. Faut l'accepter et il faut réussir à jouer avec. C'est quand même un mec à Orlando où tous les ballons passaient par lui, qui pouvait rater des tirs, dire c'est pas grave. Là, t'as quand même deux. Il faut se dire qu'il était à Orlando, c'était la première option, il gagnait pas. Donc peut-être ils allaient en play-off. Ils allaient en play-off, mais ils les ont remis en play-off avec Evan. D'accord, mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas rien. Pourquoi ils ont carrément envoyé tout le monde aux quatre coins du monde? C'est vrai que tu vois, il y a une raison. Ils ont envoyé tout le monde. Donc moi je me dis au final non, ils gagnaient, mais c'était pas assez en fait, c'était pas suffisant. Et là maintenant, s'ils veulent passer un nouveau cap, il faudra qu'ils fassent des nouvelles choses en fait. Au bout d'un moment, il faut accepter. S'il doit être troisième option pour eux, pour aller en deuxième tour de play-off et faire des choses avec Chicago, c'est ça qu'ils devront faire. Il faut qu'il y croit au projet commun, quoi. Il n'y a pas de raison. Il y a un beau contrat. Il n'y a pas de saison, c'est un bête de mec et tout. C'est un super mec et tout. Je suis pas sûr. Après, maintenant, il faut réussir. Est-ce que son jeu, est-ce que lui, sa manière de faire. Tu penses qu'ils auraient préféré garder Dele Gafford, par exemple? Moi qui connais Nicolas, je pense qu'il va l'accepter. C'est pas un joueur. Mais l'accepter, j'ai pas de doute sur le fait de l'accepter. Est-ce qu'il va être bon dans ce rôle-là? Moi, demain, tu me dis, gros, demain,
je sais pas, je cherche un exemple. Demain, à la muscu, tu vas pousser 120 kilos. Ouais. Ok, je l'accepte. Je vais à la muscu, je vais jamais pousser 120 kilos, frère. Non, mais tu vois ce que je veux dire au rapport. Non, mais j'essaie de trouver un exemple un peu. Pourquoi tu l'acceptes? La question, c'est de savoir. Voilà. Lui, on lui demande pas aujourd'hui d'être à 40% à 3 points. Non, mais ce que je veux dire, oui, c'est un mauvais. Ou c'est un le très jeu mauvais meneur de exemple. jeu. Ah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que accepter, c'est pas forcément Oui, gage c'est que vrai. ça Non, va oui. marcher. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, où tu pourrais accepter, c'est que moi je prenne ta place et que je m'assois derrière. Voilà, et que toi tu passes, oui, tu l'acceptes, mais bon, est-ce que ça Ça va marche. Ah, ça- voilà, pareil, c'est un bon bien exemple. meilleur Ça va pas être exemple. pareil. C'est un Ça bien va pas meilleur être pareil. exemple. C'est un bien meilleur. Et en plus, ça gonfle mon ego. Voilà, tu vois, on est... Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez des Bulls dans les commentaires. Vous le voyez évidemment que c'est tôt, mais voilà, moi j'ai vu des choses qui me rassurent pour la suite. Il empêche deux choses pour finir. Qui est le meilleur contreur des Bulls? C'est pas Vucevic. Non, c'est pas vu. C'est Lonzo. C'est Lonzo Ball. Ouais. 1,8 comptes par match. Très bon contreur, Lonzo. Ouais, quand même. oui, mais bon, ton meneur, Le- 1,8, c'est énorme pour un meneur. hein. Mais c'est Lonzo. il Ouais, est c'est comme ça, Lonzo. gros, il est comme ça. Et la dernière chose, c'est que, bon, on a dit, Donne son calendrier. le calendrier était très favorable. Allez, vas-y, lâche le calendrier qu'on rigole. Ce soir, New York, les Bulls reçoivent New York, reçoivent Utah après, vont à Boston, vont à Philadelphie, reçoivent Philadelphie, reçoivent Brooklyn, reçoivent Dallas, vont à Golden State, vont aux Clippers, vont aux Lakers. Est-ce qu'on peut dire qu'après ça, on en saura un peu plus sur ce qu'ils ont dans le bide? Est-ce qu'on peut parler de complot lorsqu'on entend un calendrier comme ça? Est-ce que la NBA, il y a un complot? Parce que après cette série, ils peuvent se retrouver à pas faire les playoffs. Juste Non. non, mais je Mais rigole. en tout cas, là, pour le coup, ça va être archi intéressant. Ah ouais. Ce calendrier, il y a quoi? Tu peux le dire. Il y a une dizaine de matchs, 1, ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. Non, mais Là, pour le coup, bonjour les gars. À la fin, ils auront 15 matchs avec toutes les équipes nulles. Ils se seront tapés tout le monde. Ah, mais ça, c'est bien alors, du coup. Oui, ouais, Mais mais- vous comprenez pourquoi on a fait ce focus aujourd'hui et pendant une semaine. Non, hein, mais ou deux exactement, mais semaines. c'est très intéressant de voir aussi ça, de finir par Mais c'est ça. lourd, en vrai. Mais voilà, le calendrier était favorable, là il va l'être beaucoup moins, et ça va être intéressant de voir ces Bulls en déplacement à domicile jouer face à des gros. Tu parlais d'un complot, je pense pas qu'il y ait de complot. Par contre, quand Tom Serravino fait des quiz, il y a souvent des complots, il triche, surtout pour faire perdre Thomas. Tom Serravino, c'est ton tour. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et je sais que c'est pas ton moment préféré, Kevin. Mais aujourd'hui, j'ai envie que tu brilles. Et j'ai fait en sorte que tu brilles normalement, au moins sur le premier jeu. Donc j'espère que tu vas pas trop me décevoir. De toute façon, pour le nouveau format, on va m'enlever du quiz. Non, Surtout pas. non, pas. on va tripler tes points par contre. On t'a menti. On va commencer, parce qu'on est en retard, on va commencer avec des photos floutées. Alors tu vas voir, tu es sur toutes les photos, mais c'est pas toi qu'on cherche, hein. C'est le gars avec toi. J'ai remplacé évidemment les visages par... C'est Gortat, Erwan. ça. Oui, c'est évidemment Marcin Gortat. Bravo, un point pour On n'a pas Erwan. eu le temps. Ah ouais, Déjà, il faut regarder là. Ouais. Attends, moi je regardais là. Oui, ouais. c'est Gortat. Moi aussi, je regardais là-bas. Autant pour moi. Martin. Caboclo. Ah, Ça, c'est le Non, c'est c'est- Brésilien. C'est un Brésilien. c'est le Brésilien. Nogueira. Nogueira. Lucas Nogueira, oui, le Brésilien passé par l'Espagne d'ailleurs. Ça, c'est le Geoffrey Gallinari. Lauvergne. Geoffrey Lauvergne, Ah ouais. bravo. Oh, la Faut gueule des que courage. j'ai, quoi. J'aurais pu passer ces photos sur mon Insta, je les ai toutes dans mon téléphone. Jeremy Nelson. Non, Non, c'est Kenneth Farid. Farid. C'est Kenneth Il Farid. a quoi, Jeremy Nelson? Ce match, il était où? Il était à Londres? Ouais, avec ton truc 50 ans, je pense. Oui. Ouais. Ah, T'as possible, raison, ouais. on était là, on était court-side ce jour-là. hein. Vous avez été bien honteux, hein, ce match-là. Tu nous raconteras ce que vous avez fait la veille parce que. C'est trop dur. T'es C'est mal trop servi. dur. La veille. Ah, ça, c'est. Putain, je sais Lui, c'est dur. Oui, passé par Edmondson. Admundson, Putain, ouais. bien joué, Quelle putain. fac, Admundson? Non, mais bon. Gonzaga Nevada. Nevada. Je l'avais noté si jamais. He never went. Yanis. Mbamouté. Mbamouté, bravo, bravo Thomas, 3 points pour lui. Mbamouté. J'ai dit Yanis quand même. Collison. Non, non, on peut pas ça. Adams. Comment on peut savoir ça? Attends, c'est quoi cette photo? Adams, ouais. Non, c'est pas Attends, bon, mais non. comment? Juste sur son épaule? Oui, bah oui. Il y a- Non, il y c'est a- maillot quand même. Non, mais le maillot, on voit rien. À On voit l'épaule, juste son maillot bleu. les Il épaules. est dur, Adams. Il est fait dur. mal. Il est costaud. Honnêtement, il est costaud. Il est pas. Le joueur le plus dur contre les jeux, Kaminski c'est Pekovic. Pardon. Kaminski, l'autre, il joue tout seul. Mais c'est bon, on change de photo, moi j'avance. Personne ne sait parler. Eh, gros, Je voulais pas le dire au début, mais au bout d'un gros, moment. remets la photo, on dirait que j'ai eu un accident de car, mon gars, là. Oh bravo Thomas, t'auras brillé. Mais tu t'en es pas mal sorti. Ok. J'aurais Par pas- contre, il est dur Adams parce que. Non, mais il est costaud, mais c'est pas moi le gars le plus costaud que j'ai, c'est Pekovic. Ah ouais Un mur. Honnêtement, essaye d'enfoncer. Va chez toi, enfonce le mur. Non, je vais pas le faire. Voilà, bon, tu vas accepter ce rôle. J'ai balancé l'idée. Mais en tout cas, moi, c'est ça. Mais c'est vraiment incroyable. Ouais. Mais Adams, non, ça va. Très bien.
On enchaîne, deuxième jeu. Tu as été un bon défenseur dans ta carrière. Bon, pas Pas sa qualité première quand même. C'est pas pour ça qu'on le fait J'arrive jouer. pas à comprendre pourquoi les gens disent que je suis un mauvais défenseur. On dit pas que t'es mauvais, moi je fais des choses correctes. On dit pas que t'es un mauvais défenseur, on dit que t'étais pas un bon défenseur. T'es pas là en NBA pour ta défense. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a pas de toute façon. Je me considère comme un expert de l'attaque. Tu vois, en big. Ah oui, Mais Yann Maimi, t'es un bon défenseur. oui, voilà. Yann, oui. lui, il est allé en NBA pour sa défense. Oui. Voilà. Oui. Tu vois, je veux te faire des louanges, mais ça marche pas. Ça tombe bien, t'es pas dans la liste, parce que la liste, c'est les joueurs qui ont été sélectionnés All-NBA Defensive First Team au moins 5 fois en carrière. Wow. Je te laisse évidemment commencer. Bah, Bon, il y a des joueurs très évidents. Ouais. déjà, on va commencer avec Rudy. On va commencer avec Rudy, c'est pas si évident, il est 5 fois. C'est 5 fois minimum, hein. 5 fois minimum. 5 fois minimum. C'est bon, Rudy. Non, c'est bon, c'est bon. Rudy, Oui, oui. c'est bon. C'est bon. Dwight Howard. Dwight Howard. Kobe Bryant. Kobe, bien sûr, 12 fois. Jordan. Jordan, ouais, 9 fois. Garnett. Kevin Garnett, ouais. Duncan. Et Duncan, c'est le meilleur, 15 fois. Putain, Wow. putain. David Robinson. David Robinson, ouais, 8 fois. On sait quand est-ce que ça a commencé, ça? Il y a une première saison ou ça a toujours existé? Ou je te donnerai l'info plus tard. Olajuwon. Ah, bâtard. Olajuwon, il y est, ouais. 9 fois. Mutombo. Mutombo. Au moins 5 fois quand même. Ouais, qu'il y a- 6 fois. C'est pas énorme. Ben Wallace. 6 fois aussi. Gary Payton. Ouais, Chris Paul. 9 fois. On a dit Kobe. On l'a dit, On Kobe. l'a dit. On a dit Kobe. On a dit Kobe. Comme ça, il y a qui aurait pu. Il y a qui Ali Godala, je prends. J'essaye. Non, il n'y Non. a pas Godal. J'ai essayé. Vous en avez dit pas mal, hein, vous êtes Attends, j'ai envie de. Je suis con ou quoi là? Rajon Rondo. Eh non, je pense que je suis bidon là-dessus. Merci de m'avoir. De tête à 4. Rajon Rondo, je le vois pas. J'ai des Scottie Pippen. Scottie Ah oui, Pippen, Scottie bien Pippen. sûr, Ah ouais. 10 fois, bravo. Et il y avait Dwight du coup. Bah, Il y avait Dwight, Dwight. j'ai dit. Ouais, Ah, tu l'avais dit. il restait qui? Il y avait Bobby Jones, il y avait Shaq, non, il y avait Dennis Johnson, il y avait Jason Kidd, 9 fois. Jason Kidd, ah ouais. Bruce Bowen, 8 fois. Michael Cooper, Havlicek. Bah, Havlicek. Ok. Stockton, il y est pas? Si, Stockton, il doit y être. J'ai hésité. Stockton, je le vois pas. Ah ouais. Ouais. Non. Pourtant, il était tout bien considéré. Il y a eu ce Kawhi qu'on n'a pas dit, LeBron, Ah ouais, mais LeBron. Draymond Green, Bon, Tony bah, Allen. Bah Il oui. restait Kata. quelques gars évidents, mais on peut passer au qui suis-je. Non, Tony Allen. Allez. Je nais le 13 avril 1981, du côté de la Californie, dans une famille un peu compliquée, hein. Mon père est diagnostiqué schizophrène, donc je suis rapidement séparé de lui. Tom Servino. Non, Il est pas parce né que dans la grande Beaujolais. différence, celui-là, mon père tuera ma grand-mère et mourra en prison d'un cancer à l'âge de 36 ans. Oh bah belle histoire familiale. Ça fait C'est dans donc la c'est cuisine, dans le cet faire des shows, environnement compliqué que je grandis. Je m'en vais. Attends, il y a beaucoup de. Morbide un peu l'émission. hein. Ouais, cet environnement compliqué, donc je grandis là-dedans, mais le basket me permet de m'évader. Il faut dire que je suis plutôt doué, hein. En high school, j'enchaîne les bonnes perfs, à tel point que Kansas me repère. Le Joker. Le problème, c'est que j'ai une irrégularité sur le test que passent tous les jeunes Américains. Vous savez, là, le test à la fac. Je double mon C'est score qui d'une année à l'autre. Personne ne croit vraiment à cette progression. Tant pis pour la fac, je vais directement dans la grande ligue. C'est à la draft 2000 que je me présente. Je serai sélectionné en 23e position par une équipe située quelque part entre le Nevada, l'Arizona et le Colorado. Le Nevada. relou, quoi. Attends, le Nevada, l'Arizona et le Colorado. Je suis d'ailleurs le plus jeune joueur de l'histoire de la franchise à débuter un match à seulement 19 ans. Putain. Ma Ah ouais. détente exceptionnelle fait parler de moi dans toute la ligue. Stromel Desmond Swift. Mason. Stromel Swift. Non. Il y a d'autres drafts lui. Pourtant, ma carrière n'explose pas. Je n'inscris pas plus de 6 points de moyenne en 4 saisons là-bas. Je sens qu'il faut que je m'en aille pour avoir ma chance. Je pars du côté du Magic en 2004, où je suis enfin dans un 5 dans le roster et je double mes stats, passant de plus de 5 points à 11. Malheureusement, en 3 saisons là-bas, je ne jouerai pas les playoffs, malgré 2 petits jeunes talentueux dans notre équipe, Dwight Howard et Jalen Nelson. Je pars alors du côté de Washington en 2006. Rashard Lewis. Rashard Lewis, putain. Non, On a tous les deux la même chose. où je serai un élément très Il important. joue les playoffs. Dans la capitale, on kiffe mon côté guerrier, ce chien en défense. Mon coach me fera des louanges sur mes qualités défensives. Et aux côtés de Gilbert Arenas, on atteindra les playoffs 2 saisons de suite, Ah, c'est comme sans ça s'appelle, jamais dépasser un Stevenson tour. Non, Dishon. Deshaun Stevenson. non. Putain, non, c'est Utah, lui. Putain. On a dit Gilbert, ça y est, tout de suite. Tout le monde Ouais, a dit attends, ça, attends.
T'as dit que attends, mais le truc de l'athlète, Vas-y, les mecs. continue. Attends. Est-ce qu'il J'ai fait quoi un après gros ça- doute il fait sur, quoi après sa carrière? Il a investi dans quoi? Attends, t'as dit que c'était. Si, c'était bien Deshaun Stephenson. Ah, voilà, J'avais voilà. noté le nom. Bravo, excuse-moi. Bah, Erwan. tu me fais En kiffer, fait, je t'appelle du mec. j'avais le nom, mais en fait, j'avais gardé le nom de la semaine dernière. Donc, c'était clairement pas Billy Owens. C'est pas Bill Owens, c'était Dana Barros. Non, c'était Deshaun Stevenson. Deshaun Stephenson, oui. Passé par le Jazz, du coup, c'est. Oui, ça, le Jazz, le Jazz, d'accord. Le le Magic, Jazz, les le Magic, Wizards, et il est connu pour avoir déclaré que LeBron était surcoté. Vous vous souvenez de ça? Faut vraiment que je regarde Ou quoi les gars, ou même les joueurs actuels, je connais pas leur. La background. Je peux pas aller aussi loin. Tu dis le mec, il est né en Mais moi non plus, 1980. Ça, on sait pas au début, bah tu oui, sais jamais. bah oui. C'est juste pour faire Je le ne suspense. sais pas que sa grand-mère a été assassinée Non, par mais moi, son ça me père. frustre, les gars. Moi, je suis un perdant. C'est relou de perdre tout le temps. vous Parce qu'il est avec la BIM. Vous vous souvenez pas qu'il avait taillé LeBron juste avant la série Si, si, Wizards? ça, je m'en souviens, à la finale avec Et Dallas, il est LeBron avait précieux. répondu, c'est comme si Soulja Boy clashait Jay-Z, ça n'a aucun sens. Et du coup, au Game 3 des Wizards, Soulja Boy était venu supporter les Wizards, ils avaient gagné contre C'est bon ça. contre LeBron. Allez. Bonne info. Fantastique avec les Mavs. Fantastique. Voilà. Très bien, Deshaun Stevenson. C'est dommage que t'es pas le blast quand je change de nom. Je suis désolé, ça a un peu gâché ton truc. Ouais, on perd un peu en effet quand même. Hein. On perd un peu Pardon, en pardon, Je vais vérifier. Ouais, c'est lui. Ah ouais, c'est la victoire la plus dégueulasse du monde. Hein. Parce que tu me dis le nom, je dis ouais, ça me dit Ça un me parle truc. quelque chose. Bon, très bien, merci Tom. En tout cas, merci Kevin. Merci, C'est un ami. plaisir de t'avoir. Il y a Yann Ménimi qui m'a fait une requête. Il voudrait un lundi soir, 22h30 sur la libre C'est vrai. antenne, être avec toi. Ah, c'est cool ça. Non, Ouais. c'est vrai. Vas-y. Donc je lui ai parlé du concept libre antenne et donc Deal. il voudrait faire Tom ou moi en anime, peu importe, et toi Ça me va. et Yann. J'ai vu Yann en plus récemment à l'inauguration du terrain de Rudy, là, à Levallois. Très bonne énergie. Ah oui, Yann. Une énergie encore différente de ce que j'ai vu de joueurs en carrière. Il Honnêtement, régale, hein. il Il génial. régale. Honnêtement, C'est un peu de moi mec. je peux pas, il y a rien à dire. Parfait. Bah, écoute, voilà, très bien. Justement, la libre antenne, je sais plus quelle est ma caméra, mais peu importe. La libre antenne, justement, c'est lundi. On se retrouve, nous, lundi de 22h à minuit. Donc, avec vos appels, et on débattra encore de plein de choses. Voir si les Bulls sont vraiment une équipe sur laquelle il faut compter. Bah, moi j'ai annoncé ils seront à 4-4 dans 4 matchs. Donc, Donc, on verra ça. On se retrouve donc lundi. Le First Day Show tous les jeudis la semaine prochaine. Et on le commence. terrain, le retour du Et le terrain et Le le terrain, mercredi le terrain. sur Winamax maintenant dès 18h, Ah ouais, 19h retour avec au Rémi Touquet. Redemption. On se régale, les semaines sont chargées. Hein. Bah, Tu reviens nous voir bientôt Bien sûr. Très vite. Puis si tout le monde fait de la pub, écoutez, passez au Régal des Trois Saveurs à Massy. Ah bah voilà, le régal est 3 saveurs. C'est mon restaurant, au Régal Bah des voilà, Trois quand Saveurs. est-ce qu'on faut fait qu'on y un aille, événement ouais. Quand est-ce là-bas qu'on va Quand vous bouffer voulez. là-bas Les gars, quand vous voulez, on y va. On peut y aller tout de suite. Allons-y. J'ai compris, ça bégaye. C'est où déjà Massy On a les choses à faire, nous. C'est un massif, non, mais moi je veux y aller. Je veux y Non, mais aller. faut venir. On va organiser un truc. Même ce week-end, sous vous passez. Le 3 régal, on est à Strasbourg pour la Strasbourg. Mais on peut pour quand on revient, mais si tu veux. promis, on vient venir. Le 3 régal à Massy. 3 saveurs. Les 3 saveurs Au Régal des Trois Saveurs. au régal des 3 saveurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on y mange déjà Parce que j'ai faim. En fait, c'est créole et c'est à volonté. Oh, Oula. De la choucroute alors, putain. Donc, c'est. Créole à volonté, mais moi je. Créole à volonté. Donc, t'as du colombo, de la ricotta, de tout. Honnêtement, c'est vraiment bon. C'est ma mère la cuistot. en plus T'inquiète On va pas. la Venez de la part. Putain, n'est-ce pas Venez de la part de Ferti, mais vous verrez, vous aurez la formule à volonté. Ah ouais. Il y aura 15% si vous venez de la part de Furti. Allez, vous cassez le ventre, ramassez. Ma mère, elle aura. Ah ouais. C'est qui Ferti, mec Bon, merci les gars. On se retrouve très vite. Mettez les commentaires sur la page YouTube. On se retrouve très vite. Ciao, ciao l'équipe. Merci à Chérem, merci à Polo, merci à Julien pour l'indéco plus clair. Comme ça, tout le monde est content. Bisous la famille. Ciao.